Il va falloir que je me regarde dans une glace, que j'affronte le regard de tous les gens qui comptaient sur moi plus que moi-même. Est-ce que je recule? Est-ce que je bifurque? Est-ce que je trouve des excuses? Ou est-ce que je me retrousse les manches et j'y retourne? Et ça, c'est un vrai déclic. David Corona, ancien négociateur d'élite pour le GIGN, est désormais expert en gestion de crise pour les entreprises. Après Charlie Hebdo, Colonel Beltrame et bien d'autres, David a négocié dans plus de 200 situations de crise, accumulant une expérience qu'une minorité est capable de maîtriser. Dans cet épisode, David nous partage non seulement comment ses traumatismes d'enfance l'ont amené à se diriger vers le GIGN, mais également ses meilleures anecdotes dans un métier si mystérieux et passionnant à la fois. Sans oublier le partage d'une grande partie de ses stratégies pour que vous, entrepreneurs, puissiez gérer vos problématiques grâce à des stratégies concrètes de négociation. Pour cultiver la confiance en soi, il faut absolument s'exposer, aller au-devant de ses failles et il faut accepter d'être absolument imparfait. Si tu veux gagner, il faut accepter que la défaite soit possible. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Déclic. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau studio. Je suis en bonne compagnie avec David. Salut David. Salut Alec. David Corona, ancien négociateur d'élite au GIGN, impliqué dans des affaires reconnues comme Charlie Hebdo ou encore l'intervention tragique avec le colonel Beltrame. Tu as passé plus de 12 ans en gestion de crise extrême, plus de 200 négociations de crise à ton actif aujourd'hui, auteur du livre Négocier également, où tu racontes ton parcours notamment, fondateur d'Incognita, société créée en 2020 avec ta femme, qui a pour vocation donc d'accompagner les entreprises dans leur gestion de crise et leur négociation à fort enjeu, et tu es créateur d'une méthode qui permet d'optimiser la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Ravi d'être avec toi. Eh bien écoute, très heureux, ça fait un petit moment déjà qu'on échange, qu'on discute, passionnant, tout ce qu'on peut justement tirer de ces discussions avec toi et j'espère qu'au travers des échanges, celles et ceux qui nous écoutent vont pouvoir tirer un maximum de valeur, mais je n'en ai aucun doute. J'ai envie de revenir d'abord sur tes débuts, sur le commencement. À l'âge de 15 ans, il y a une affaire bien précise qui te donne finalement le déclic, justement, c'est le cas de le dire, sur l'ensemble de la suite de ta vie. C'est l'affaire Marignane, tu es devant ta télé, tu regardes cet écran et tu te dis waouh, et tu en parles à ta maman et tu lui dis c'est ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là dans ton esprit? Qu'est-ce qui fait que tu as cette prise de conscience pour la suite? Oui, alors peut-être que les plus jeunes de celles ou de ceux qui vont nous regarder ou nous écouter n'auront pas forcément le souvenir ou la mémoire de cette affaire. Ça se passe le 26 décembre 1994. Il y a un vol qui part d'Alger avec plus de 200 passagers et dans lequel 4 preneurs d'otages vont faire éruption et vont détourner ce vol qui va se poser à Marseille, dans lequel le GIGN interviendra. Alors effectivement, moi j'ai 15 ans, à ce moment-là, je suis devant ma télé, j'ai cette espèce d'effet cathartique où je vois cette bande de fous habillés en noir monter à l'assaut sur un espèce de tapis roulant d'avion et quasiment donner leur vie pour essayer de sauver celle des autres. Et alors moi, je suis un peu loin de tout ça. J'ai pas trop de militaires ou d'histoire de militaires dans ma famille. Ma mère, jeune adolescent, me met des foulards en soie, des pulls boulet bill. J'ai une coupe de cheveux absolument absurde. Je suis un peu bouboule. Rien ne me destine à devenir négociateur ou opérationnel dans les forces spéciales. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je vais regarder ces mecs monter à l'assaut et je vais dire à ma mère, je veux faire ça. Alors bien sûr, elle éclate de rire et elle me dit, mais là, mon petit chat, tu fais de la guitare au conservatoire, ça va t'abîmer les mains et puis t'es fragile de la gorge. Et puis elle me dit, tu seras médecin ou avocat. Et je lui dis, non, t'as pas compris, maman, je veux faire ça, c'est ça que je veux faire, quoi. Le lendemain, je vais à la gendarmerie, je vais voir le brigadier. Je lui dis, hier, il y a eu un truc du GIGN, je veux faire GIGN. Le mec rigole encore plus fort que ma mère. Il me dit, bah alors là, il faut passer un bac et tout va s'enchaîner très vite. Je vais choisir de faire un bac commerce en me disant, bon, au pire, si je rentre pas au GIGN, je discuterai avec les gens, je vendrai des trucs et puis je ferai un truc de ma vie, c'est pas grave. Et puis les étapes se passent, je passe mon bac, je fais mon service militaire parce que c'est encore actif à l'époque. Et je commence à m'entraîner et puis je me rapproche, je me fais affecter près de la caserne du GIGN qui est à Versailles à l'époque. Et puis je vais préparer les tests, m'entraîner comme un dingue, rater une première fois les tests lamentablement et finir par les réussir et intégrer cette unité. Le jour de mes 30 ans, je vais être affecté au GIGN le jour de mon anniversaire et j'aurais mis 15 ans à faire ça, quoi.
Et justement, au moment où tu vois cette scène, finalement, parce que comme tu l'as décrit, tu te dis ces 4 fous rentrer dans l'avion, etc., pour pouvoir jouer leur vie pour sauver celle des autres, hein, comme tu l'as évoqué. Qu'est-ce qui te stimule autant et qu'est-ce qui fait finalement que tu te dis c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que finalement, c'est une vocation là que tu découvres. Tout à fait. Une passion également, et puis derrière, tu vas vouer ta vie à ça. Encore aujourd'hui, finalement, tu es dans la gestion de crise, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui crée ce déclic? Je crois qu'effectivement, je trouve le nom de ton émission complètement à propos, puisque ma vie a été pavée de déclics et d'appels. Effectivement, ce jour-là, j'ai un vrai déclic où je me dis, c'est ça que je vais faire. Alors, aujourd'hui, avec le recul, je suis plus en capacité de t'expliquer peut-être ce qui s'est passé ce jour-là où je suis complètement en pilote automatique et je vais me laisser porter par mes envies. Je vais surtout mettre à distance les paroles de ceux que ça n'engage pas. Par exemple, ma mère aurait pu à ce moment-là me prendre un petit peu plus la tête et que je la suive. Et je ne sais pas pourquoi, sa voix s'éloigne, devient plus petite. Mes camarades me disent que c'est pas possible et je les écoute pas. Et à un moment donné, sans aller forcément au devant du danger ou sans devenir inconscient, je vais laisser une espèce de force ou de confiance intérieure me porter, me pousser à un endroit où j'ai l'impression, même si c'est un métier où on peut se dire que c'est de l'insécurité ou du danger total, j'ai l'impression qu'il y a une sécurité à l'intérieur de moi qui sait, elle, ce que je dois faire et où je dois aller. Et je vais laisser ce pilote automatique, cet instinct, me pousser vers là où je vais faire des années, 12 ans dans cette unité. Et je crois que quand tu es un être humain avec un grand H ou quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse, il y a des moments où tu as des instincts, tu as des pulsions, des impulsions. Et ces moments-là, on les étouffe trop souvent, je trouve, par rapport à ce qu'on pourrait nous dire ou aux risques potentiels. Alors que finalement, il y a une voie vraiment intéressante à exploiter à ce moment-là. Complètement. Et ce que tu évoques, c'est extrêmement intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, peu importe, qui nous écoutent, qui nous regardent, ont à un moment donné cette envie, ce feeling, cette petite flamme au fond d'eux en train de se dire « mais j'ai envie de faire ça ». Voilà. Et effectivement, vont malheureusement écouter leur entourage, qui vont par bienveillance très souvent leur dire non, fais pas ça, reste plutôt dans un schéma traditionnel, etc. Tu évoques le fait d'écouter son instinct, d'écouter le feeling. On en parlait même tout à l'heure, le feeling, c'est quelque chose d'important pour toi dans tes prises de décision. Comment justement être en capacité d'écouter correctement son instinct ou son feeling et surtout de se faire confiance plutôt que de se fourvoyer ou alors des fois d'écouter son entourage qui, malgré toute la bienveillance, va éteindre un petit peu sa flamme et son potentiel. En fait, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a... alors là, je vais faire appel à un personnage que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais rencontré, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça se fera, qui est Mike Horn, et qui dit que quand on se lance dans une aventure, si on attend d'avoir 100% de tout ce qui va se passer de sécurité, finalement, on ne bouge jamais. Dans cette unité-là, on borde au maximum par l'entraînement, par la sécurité, par les protections, tout ce qu'on peut sécuriser, mais on n'a jamais la certitude que ça va bien se passer. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, c'est ça aussi. La question, c'est qu'est-ce que tu fais quand une difficulté ou quelque chose d'imprévu se présente? Est-ce que tu te figes? Est-ce que tu te recroquevilles vers toi? Est-ce que tu as tendance à reculer, à te mettre en sécurité? Ou est-ce que tu as tendance à te dire bon, j'enjambe, je traverse avec plus ou moins de réussite ou de dégâts et on verra ce qui se passe derrière. Quoi qu'il arrive, t'en ressortiras grandi. Et cette unité-là, elle cultive ça. Alors, c'est pas une unité à vocation business ou entrepreneuriale. La punchline de cette unité, la baseline, c'est s'engager pour la vie. Et je crois que quand tu es entrepreneuse et entrepreneur, il y a un peu de ça. Ok, je me suis entouré des bonnes personnes avec des expertises métiers qui vont potentiellement attirer mon attention sur les risques potentiels, sur les opportunités. Et après, à un moment donné, il faut y aller. Ouais. Il faut que je porte l'équipe, il faut que je porte le projet et il faut que j'aille de l'avant ou que je me laisse pousser ou entraîner par mes instincts. Parce qu'à un moment donné, si je le sens, il ne faut pas que je me fasse polluer par tout un tas de marqueurs ou de personnes autour de moi qui n'auraient pas forcément le cran de faire ça, qui n'auraient pas forcément l'instinct de faire ça.
et je préfère pêcher par orgueil que par défaut. Et tant pis, on verra bien. Soit effectivement, je vais me vautrer, je vais apprendre quelque chose, soit je vais réussir. Dans les deux cas, je vais glaner quelque chose sur le passage. Ouais. Cette unité, elle te pousse à ça. Tu es dans la pédagogie de l'échec systématique. Alors on pourrait revenir sur certains aspects du parcours où on te met vraiment le nez dans le caca systématiquement. Et dans l'entreprise, il y a quelque chose à récupérer de ces inspirations-là, sans être sadomaso, sans aller systématiquement d'échec en échec. Il y a quand même quelque chose à écouter de qui on est au fond de nous, en ayant mis un certain nombre de sécurités en place pour aller de l'avant et grandir, quoi. Complètement. On va revenir justement sur ce parcours, mais j'ai envie de revenir au départ encore un instant. On va rencontrer ce petit jeune de 15 ans. Sur un de tes posts LinkedIn, tu mentionnes « Donnez-moi 15 ans, l'opérationnel et le négociateur du GIGN de droite pourrait dire au petit garçon de gauche ses capacités à discuter, négocier et se défendre physiquement quand ses harceleurs deviendront un métier à part entière. » Qu'est-ce que cela signifie? Cherchais-tu d'une certaine manière finalement à prendre une revanche sur la vie? Est-ce que tu t'es nourri de ces difficultés? On le voit ici, ce fameux post LinkedIn avec magnifique. Cette photo de toi à 15 ans. Oui, je te mentais pas. Hein. Ma mère me mettait des foulards en soie et pas facile d'arborer une frange et la nuque longue en mode mulet. C'était une sacrée épreuve. Je me suis posé la question pendant longtemps. Alors sur ma première... alors tu sais, au GIGN, c'est un peu comme dans une boîte. Tous les années, tu as un entretien d'évaluation annuel. Ouais. Où on te dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu as fait cette année? Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Je me souviens de ma toute première évaluation où le patron me dit, ton parcours est un peu particulier. On n'a jamais eu des profils comme le tien jusque-là. Des gens qui soient et négociateurs et à la cellule sport de combat. Parce qu'en général, les gens qui aiment bien se bagarrer, bah, ils aiment pas trop discuter, et les gens qui préfèrent discuter ou faire de la psychologie aiment pas trop se bagarrer. Et là, j'ai cette espèce de flashback instantané, une espèce de régression spontanée, où je me dis, mais en fait, je faisais ça déjà dans la cour d'école. Soit effectivement, il y a des fois où je me faisais embêter, harceler, parce que j'avais des taches de rousseur, j'étais un petit peu gros, j'avais les cheveux orange fluo, je devais discuter avec les camarades, et des fois, quand ça allait trop loin, je devais me défendre et me battre, mais en même temps retourner à l'école le lendemain et donc ménager la chèvre et le chou. Et finalement, j'ai fait de ce truc-là un métier où soit j'arrivais à faire sortir les gens par les mots, par la psychologie, soit à un moment donné, il fallait aller les chercher par la force. Et je suis pas sûr que, avec le recul, ce métier-là est une revanche sur la vie. Je crois simplement que j'avais ce truc-là au fond de moi et que cette première partie de vie a révélé cette capacité. J'aurais pu me dire, tiens, je vais me retrancher dans les mots systématiquement et tant pis si je prends des coups. Ou j'aurais pu devenir un bagarreur compulsif à être tout le temps dans la confrontation physique. Et la vie, ou en tout cas les épreuves, auraient modelé ce que j'avais à l'intérieur ou auraient révélé ce que j'avais à l'intérieur différemment. Là, finalement, il y a eu une espèce de composé chimique qui a révélé que j'avais cette ambivalence et j'ai fini par l'exploiter autrement de manière professionnelle. Et aujourd'hui, encore dans l'entreprise ou dans le conseil, on utilise parfois la pression ou la douceur. Donc, c'est pas une revanche, mais c'est surtout une exploitation de quelque chose qui était déjà là, quoi. Complètement. Et je pense aussi, contredis-moi si je me trompe, mais ça a forgé une certaine résilience peut-être chez toi. Pour ma part, j'étais pas non plus le petit garçon le plus populaire de la cour de récréation. Et j'ai subi aussi certaines choses à l'école ou autres. Et ça a créé en moi effectivement une sorte de résilience, une capacité à absorber les coups, les mots, etc. Et une envie justement de me démarquer d'une autre façon. Et cette résilience, finalement, tu as pu aussi la mettre au profit de ton objectif, tes ambitions, c'est-à-dire rentrer au GIGN. Tu l'évoquais tout à l'heure à l'âge de tes 30 ans, donc tu rentres officiellement au GIGN. Ça a été extrêmement compliqué, ce parcours justement pour y aller. C'est quand même, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le GIGN, c'est quand même un très 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 haut niveau pour pouvoir l'intégrer, raison pour laquelle ta maman avec toute sa bienveillance ou même le brigadier le lendemain de cette journée où tu regardes ça à la télé te dit gentiment ça va être compliqué, etc. Est-ce que tu peux justement revenir sur ces étapes
les unes après les autres, qui t'ont permis d'arriver à intégrer le GIGN à l'âge de 30 ans? Alors effectivement, quand je dis je veux faire ça, je suis absolument inconscient, et c'est bien, de tout ce qu'il va falloir endurer, de tout ce qu'il va falloir changer dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser pour arriver à atteindre l'objectif. Cette inconscience, elle est salvatrice parce que effectivement, si ce jour-là, on vient m'expliquer par le menu tout ce que je vais subir et tout ce qu'il va falloir faire, ben peut-être que le lendemain, je décide de faire autre chose. Ouais. Je vais me lancer à corps perdu dans cette quête et je vais rentrer en gendarmerie dans un premier temps. Je vais m'apercevoir que autant j'ai l'envie, autant j'ai pas le physique encore pour le faire. Et je vais déjà, d'échec en échec, en me rendant compte du chemin que je vais devoir parcourir. Malgré tout, j'ai la niaque, j'ai la résilience, j'ai l'envie et les problèmes que je rencontre, les prises de conscience de tout le chemin qui me reste à parcourir, plutôt que de me faire baisser les bras, vont me donner l'envie de me dépasser et de faire des petits pas, des petites victoires qui vont me nourrir, créer de la confiance, faire grandir cette confiance et finalement me former tout au long du chemin, psychologiquement en même temps que physiquement. Donc bien sûr, en 2001, je vais tenter une première fois les tests. Alors les tests, pour celles et ceux qui ont déjà vu des reportages sur le GIGN, peuvent changer parfois, mais sont assez extrêmes et intenses, même dans la semaine de démarrage. Donc on commence par la piscine. Alors, la piscine, on te demande de sauter d'un plongeoir de 10 mètres, ce qui n'est pas forcément problématique, mais si déjà tu as le vertige, ça pose un premier problème. Ensuite, la deuxième épreuve, c'est de faire 100 mètres de nage libre chronométrée. La troisième épreuve, c'est de faire 50 mètres d'apnée. Là, il commence déjà à y avoir certains échecs et un peu d'écrémage. La dernière épreuve de la piscine, c'est assez étrange. On t'attache les pieds et on t'attache les mains dans le dos et on te jette dans le bassin. Et tu dois arriver à faire 50 mètres avec les pieds et les poings liés. Alors, tu as naturellement un plongeur qui t'attend au fond de l'eau au cas où tu n'arrives pas à avancer et où il n'y a plus de bulles d'air qui sortent de tes poumons. On te repêchera. Si jamais tu arrives à faire ça, le lendemain matin, tu es récupéré à ce qu'on appelle les agrès. Donc déjà, le dimanche soir, il y en a déjà certains qui partent. Ça fait bizarre de voir que tu peux t'entraîner des mois, voire des années, et au bout de 2-3 heures, être éliminé. Et le lendemain, il y a les agrès. Et les agrès, ça teste un petit peu ta force physique au niveau de ta ceinture scapulaire, ce que tu as dans les bras, les épaules. Donc, il faut faire un maximum de traction, 2 minutes de repos, un maximum d'abdos, 2 minutes de repos, un maximum de pompes, 2 minutes de repos. Et ensuite, tu dois monter une corde un peu comme les pompiers, à bras seuls, qui fait quasiment 7 mètres. Donc, je fais tout ça plutôt pas mal. Et puis, j'arrive devant la corde. Et à cette époque-là, les bras, c'était un peu mon point faible. Et je m'étais un petit peu masqué la vérité en me disant c'est pas grave si tu as un petit point faible, tu as tellement de points forts à côté, tu cours tellement vite, tu as tellement de force, d'endurance ailleurs que ça va passer. Je commence la corde, je fais 3, 4, 5, 6 mètres, 6 mètres 50, 6 mètres 75 et je ne toucherai jamais cette poutre métallique au sommet. Je m'écrase lourdement au sol, l'instructeur s'approche de moi et me dit c'est gentil d'être venu mais c'est terminé pour toi. Là, je me retrouve sur le parking du GIGN, assis sur mon sac, comme un con. Ça fait des mois que je m'entraîne, des années. Ma femme m'a dit, à vendredi, on est lundi matin, tous les gens de mon unité qui m'avaient dit, si toi tu réussis pas, personne ne réussira. Et il va falloir que je me regarde dans une glace, que j'affronte le regard de tous les gens qui comptaient sur moi plus que moi-même. Et ça va être un des déclics, notamment de... Qu'est-ce qu'on fait quand on est au fond du trou? Qu'est-ce qu'on fait quand on a échoué lamentablement? Est-ce que je recule? Est-ce que je bifurque? Est-ce que je trouve des excuses? Ou est-ce que je me retrousse les manches et j'y retourne? Et donc, je vais y retourner. Alors, je ne vais pas y retourner tout de suite. Je vais prendre du temps pour comprendre ce qui ne va pas, comment je pourrais m'entraîner autrement. Au même titre qu'une entreprise ou qu'un sportif de haut niveau, c'est une unité où on ne peut pas se permettre juste d'être très bon dans un domaine. Il ne faut pas avoir de trou dans la raquette parce qu'une vraie faiblesse à un endroit peut entraîner ta perte ou la perte de l'écosystème. L'équipe du GIGN, mais ton entreprise, ton équipe ou ton atteinte d'objectifs sportifs. Et je vais mettre plusieurs années à commencer à façonner quelque chose de plus solide.
Et je vais retenter les tests en 2007 et là, je vais les réussir et je vais intégrer le GIGN pour les mois de sélection et l'année complète de formation pour intégrer les colonnes d'assaut. Magnifique, donc poursuivre ses rêves et ne jamais abandonner. Justement, tu l'évoques, même quand on est au fond du trou, en tout cas selon sa perception par rapport à son cadre de référence à ce moment-là, tu te dis je suis vraiment au fond du trou, ça pourrait pas être pire. Et aujourd'hui même, peut-être qu'avec du recul, tu te dis ça fait partie du parcours et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est souvent ça, hein, lorsque l'on fait face à des grosses problématiques, des enjeux ou autres et des grosses difficultés, au moment où on doit les subir, les vivre et les affronter, ça paraît être une montagne. Et puis quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, selon l'intensité à laquelle on l'a vécu, eh bien on va se dire ça fait partie du parcours et grâce à ça, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Une fois que tu as intégré le GIGN, justement, tu te spécialises en tant que négociateur, plus particulièrement. Tu as mentionné l'existence justement de 3 phases bien distinctes dans l'apprentissage de cette compétence. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous détailler ces étapes, ces différentes phases? Parce que je suis persuadé que ça peut aussi s'appliquer à d'autres domaines, notamment l'entrepreneuriat, vu que tu l'évoquais. Absolument. Au fur et à mesure, alors moi je suis un jeune entrepreneur, hein, ça fait 4 ans que j'ai monté une boîte, et en même temps, au fur et à mesure de mon avancée en tant qu'entrepreneur, je m'aperçois qu'il y a énormément de parallèles avec ces parcours un peu du combattant de rentrer dans des unités d'élite ou des forces spéciales. La première semaine, comme je l'évoquais, où il y a la piscine des agrès, c'est une semaine de test où tu es à peu près 150 candidats et on va tester le maximum de la performance physique que tu es capable d'accomplir. Alors, on va te faire courir 15 km avec un sac à 10 kg sur le dos. On va te faire des parcours de nuit, des parcours en hauteur pour vérifier que tu as de la force dans les bras et que tu n'as pas peur t'as pas le vertige. On va te mettre dans des ambiances de claustrophobie. On va te mettre dans des caves avec des gaz lacrymogènes pour chercher des indices. On va te mettre dans des buses en béton où tu dois ramper alors que tu as tes 2 épaules qui touchent les 2 côtés, tu n'arrives pas bien à respirer. On va te faire un test d'agressivité qui est pas un match de boxe, mais vraiment une espèce de bagarre de rue avec des gants, où on veut voir si tu y retournes malgré le fait de tomber et est-ce que tu te relèves justement quand tu es en échec. À l'issue de cette semaine, sur les 150 qui ont passé les tests, ils en gardent à peu près 50. D'accord. Ces 50-là, qui sont les plus performants, ils vont les mettre dans un autre système sous pression qui s'appelle le pré-stage, la présélection, qui dure 3 mois. Et durant ces 12 semaines, on va mettre à l'épreuve, encore une fois, leur physique de manière différente, mais surtout leur mental. On va prendre le temps de les dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, ça met à peu près 2-3 semaines pour que même les meilleurs physiquement en viennent à être au ras des pâquerettes et au fond du trou. Et on regarde ce qui se passe quand tu n'as plus rien à l'intérieur. J'appelle ça un petit peu le dénuement de crise, le naturisme de crise. On t'enlève tout, tes bonnes chaussures, tes bons repas, tes bonnes nuits, ton kiné, ton ostéo, ta petite crème, ton machin. Une fois que tu n'as plus rien, qu'est-ce que de manière très rustique, il reste quand tu es dans l'adversité? Le ou la chef d'entreprise connaît ça. Quand j'ai toutes mes équipes, quand le marché va bien, quand j'ai de la trésorerie, quand tout est OK, ça va. Mais comment je réagis et comment je me comporte quand j'ai quelqu'un qui me quitte, quand j'ai un client qui me lâche, quand je suis un petit peu au bord du gouffre financièrement? Et ça, c'est intéressant. Pas parce qu'il y a une vraie bonne réponse, mais parce qu'il faut savoir avec qui tu pars au combat, qui est ton équipe, qui tu es toi dans ton écosystème. Et donc, dans ces 12 semaines, on te fait faire des trucs où on te réveille en pleine nuit à la Grenade pour partir. On te largue à 70 km avec rien et on te dit tu rentres. On te fait marcher dans de l'eau glacée à 4-5 degrés pendant 8 heures avec de la vase jusqu'aux genoux. On te fait pas dormir pendant 5 jours et entre le lundi et le samedi matin, tu vas dormir 2 heures bout à bout si tu prends des petites siestes volées par-ci par-là. Ça m'est déjà arrivé de dormir en marchant. On va te capturer, te torturer, t'interroger. On te fait passer par plein de phases parce qu'en fait, à la fin, on veut qu'il y ait une espèce de Koh-Lanta qui se mette en place où tous les vendredis, je me souviens, ça c'est assez marquant, tous les vendredis matin, tu sais que tu vas avoir une épreuve de merde qui est atroce, qui est extrême. Et à l'issue de cette épreuve, on te prend un par un et on te dit « Ok,
parmi les camarades qui sont encore là, avec qui est-ce que tu pars au feu les yeux fermés et avec qui est-ce que tu ne pars pas. Il va y avoir une espèce d'auto-élimination où la meute va sélectionner ses membres au fur et à mesure pour qu'il y ait un noyau final dur, qui n'est pas le meilleur noyau, mais qui est le noyau où les gens se connaissent et où on sait quelle est la réaction de chacun. Et à la fin de ces 12 semaines, on va passer de 50 à 10, 12, 14 parfois dans les meilleures promotions. Et ces gens-là vont passer dans le dernier SAS, qui est le SAS de formation, où pendant 1 an, on va te former à être tireur d'élite, pilote voiture, pilote moto, manipuler 7, 8, 10, 12 armes différentes, savoir faire des investigations tactiques dans des avions, dans des trains, dans des bateaux, dans des maisons, manipuler de l'explosif. Et à la fin, tu vas choisir, quand tu intègres la section, donc tu as un espèce de rituel de passage qui est le brevet, où on te remet un petit peu ton badge d'opérationnel. Et ça, c'est précédé de ce qu'on appelle le tir de confiance. Je ne sais pas s'il y en a certains ou certaines qui ont déjà vu ça. Tu te mets à 15 mètres et tu as ton binôme, ton camarade qui... alors toi, tu as un gilet pare-balles avec un pigeon d'argile orange. Et puis, tu as ton camarade qui va tirer sur ce pigeon d'argile à balle réelle. Et donc, à 15 mètres, tu vas te faire tirer dessus par ton camarade. Et alors, il y a un double sens. Il y a je regarde le feu les yeux dans les yeux, parce que ça va être mon métier demain. Et surtout, je remets ma vie entre les mains de mon camarade et lui va faire de même dans 5 minutes, mais surtout va faire de même pendant 10-15 ans derrière. Et donc, une fois que tu as passé ce rituel de passage du tir de confiance, que le GIGN est le seul à effectuer au monde, tu es prêt à partir au feu. Et quoi qu'il arrive, tu sais que tu pourras avoir des gens sur qui compter et que la première personne en qui tu peux compter, c'est toi parce que tu te connais bien mieux qu'il y a 1 an. Moi, j'ai découvert des choses sur moi à travers ce parcours initiatique que j'aurais jamais imaginé. Et rien que pour ça, ce révélateur de potentiel qui est le GIGN est riche au même sens qu'on pourrait aller chercher dans un parcours d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, de se dire ok, j'ai monté 4 boîtes et j'en ai planté 3 et j'ai vécu des choses et aujourd'hui, je refais plus certaines erreurs et je suis cette personne qui se connaît bien et qui est capable de continuer à grandir. Et ces parcours-là n'ont pas de prix, à mon sens, humainement. Complètement, complètement. Et justement, tu évoques le fait de se connaître soi-même. C'est capital de réussir à se connaître, quel que soit son objectif, quelle que soit la direction qu'on veut donner à sa vie. Tu dis, j'ai réussi à découvrir des choses à mon sujet que je ne pensais pas pouvoir découvrir. S'il y a une chose que tu as découvert à ton sujet, que tu ne pensais pas soupçonner, que tu peux nous partager ici, c'est quoi, à la suite justement de... Si je dois faire une grosse photo de tout ce que j'ai vécu et je dois retenir qu'une chose, c'est que je sais que quoi qu'il se passe dans la vie demain, même si on m'enlève tout, je sais que je suis capable de continuer à avancer et de reconstruire quelque chose. C'est-à-dire que j'en ai déjà discuté avec mon associé qui m'accompagne. Si demain on nous enlevait la maison, si demain on nous enlevait le business, si demain il nous arrivait un truc avec les enfants ou en termes de santé, on nous parachute ou on nous catapulte n'importe où sur cette planète avec rien, on sait qu'on est capable de continuer d'avancer, de redémarrer, de monter quelque chose de l'ordre de la famille, de l'ordre du travail, de l'ordre... Et ça, cette résilience-là ou cette confiance ultime en soi-même et en ce qu'on est capable de faire, c'est la base de tout, selon moi, et c'est très riche en termes d'enseignement. Complètement. Un autre point aussi, c'est super intéressant parce que quand on dit négociateur, on pourrait penser qu'on va juste faire de la négociation. Or, tu l'évoques avec les différentes étapes de préparation. Non, c'est vraiment une préparation intense, extrême, de combat, finalement. Ensuite, il y a la partie justement compétences négociation où tu vas te spécialiser, la spécialisation. Comment ça se passe cette étape? Et si tu devais donner quelques clés de négociation pure, ici à ceux qui nous écoutent, quelles seraient-elles? Alors la négociation au GIGN, c'est un outil qui est dans la main de l'intervention au sens large. Au même titre qu'en entreprise, il y a différents soft skills, différentes expertises métiers qui sont là, dans la main de la dirigeante ou du dirigeant
Et il n'y a pas quelque chose qui est absolument prépondérant ou primordial sur lequel on met toutes ses billes, on met tous ses œufs dans ce panier-là. La négociation vient mettre du liant ou vient débloquer des situations qui ne peuvent pas être débloquées par la force ou par l'intervention. Donc effectivement, il y a une mission, et c'est un déclic de plus dans mon parcours, il y a une mission où ça bip à 2h du matin. Comme souvent, c'est la nuit que les choses problématiques ou intenses se passent. Je vais monter dans mon van avec toutes mes armes, mes munitions, mes matériels. Je vais traverser la France à plus de 200 km/h, me mettre derrière mon fusil de précision à lunettes, attendre 2-3 heures pour qu'à la radio, à un moment donné, on nous dise « c'est bon, le gars est sorti ». Le négociateur a discuté avec et il s'est rendu. Que je range mon fusil dans le van, que je remonte dedans, que je retraverse la France à plus de 200 km/h et je reprenne ma journée en ayant eu la sensation de ne pas avoir été complètement utile. Je vais décider à ce moment-là de me dire tu pourrais faire mieux, tu pourrais gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire que par chance, cette unité est la seule au monde où les négociateurs sont tirés des opérateurs des colonnes d'assaut et font partie intégrante des colonnes d'assaut. Là où, par exemple, tu as plein de modèles en Europe, mais si je prends celui des États-Unis, où tu as les équipes SWAT qui interviennent, et tu as le négociateur qui arrive avec sa voiture, son haut-parleur, son parapluie, et qui prend la discussion. Au GIGN, c'est pas ça. Tu as été formé au tir, tu as été formé aux techniques d'intervention, tu as été formé dans les colonnes d'assaut, et comme tu connais toutes ces problématiques-là, tu vas être bien plus fin et bien plus impliqué dans la tactique en tant que négociateur, parce que tu connais bien toutes les contraintes du chef et d'une mission d'intervention. Et tu peux surtout faire un pas de côté et jouer avec ces deux compétences-là, de sorte que s'il y a des missions où il n'y a pas besoin de la négociation, tu rentres dans la colonne d'assaut et tu interviens. S'il y a des missions où c'est la négociation qui est prépondérante, tu sors de ta colonne d'assaut et tu fais en sorte que le gars se rende. Et puis, il y a des missions mixtes où tu essayes de négocier. Tu dis à ton chef, je pense qu'il faut intervenir. Tu rentres dans la colonne d'assaut et durant l'intervention, je sais pas, le mec se confine dans une pièce, une dernière chambre ultime au bout du couloir, et tu refais un pas de côté et tu lui tends une dernière main, une dernière chance de se rendre, là où potentiellement ça aurait pu finir dans le sang, et ça va finir plutôt dans les larmes. Donc, la négociation n'est pas un signe, parce que j'entends tout et je lis tout sur la négociation, c'est pas de la faiblesse, c'est pas une manière de contourner l'obstacle, c'est surtout un outil de plus, une façon plus intelligente parfois d'obtenir ce qu'on veut, et je vais gagner en devenant négociateur plus de capacité d'action que si j'avais seulement été dans l'action. Et effectivement, aujourd'hui, des types de négociation, je pourrais t'en donner 10, 15, 20, je pourrais t'en parler des heures, mais si je devais là donner quelques mantras, en tout cas aux dirigeants ou aux dirigeantes, c'est que dans une négociation, déjà, il faut être prêt à tout dire et à tout entendre. Parce que si déjà, à l'intérieur de toi, tu es déjà coincé par des tabous, des choses que tu ne vas pas vouloir aborder, c'est déjà le terrain fertile à ce que la problématique continue de s'amplifier. La deuxième chose, c'est qu'il faut passer plus de temps à écouter qu'à parler dans une négociation, parce que si tu en es venu à être coincé, c'est que la solution ne va pas forcément être dans ta tête, elle va être dans la tête de l'autre, dans son but motivationnel, dans la compréhension de ce qui se passe chez l'autre. C'est là que tu vas pouvoir tirer le fil du nœud qui est coincé. Et déjà, si tu fais ces deux choses-là, tu es déjà bien plus apte que 9 personnes sur 10 dans la population à être une bonne négociatrice ou un bon négociateur. Complètement. Tu cumules plus de 200 interventions au total. Quelle est l'intervention où tu as été dans des situations les plus extrêmes et où tu en ressors peut-être encore un déclic, justement, ou une leçon en particulier que tu voudrais nous partager? Alors, j'ai les missions d'intervention. Quand tu me dis ça, j'ai des missions d'intervention pures qui me viennent où c'est impressionnant. Tu roules vite sur l'autoroute, tu casses des voitures, tu fais usage de ton arme. Voilà. Et puis, j'ai les missions plus tendues, plus extrêmes psychologiquement, parce que y a de la misère humaine, parce qu'il y a de la violence physique et verbale, parce qu'il y a des parcours de vie complètement chaotiques et cassés, et tu te dis ok,
Bon, ok, il y a des psychopathes, il y a des méchants, il y a des gens qui veulent faire du fric avec du trafic d'armes, de drogue, et c'est quelque chose. Et puis, il y a des gens qui ont été accidentés dans leur parcours, qui n'ont pas eu les mêmes chances que toi et moi, qui ont subi déjà la violence dans leur enfance et qui la reproduisent plus tard. Et j'ai cette ambivalence à te donner des expériences marquantes d'un côté comme de l'autre. Mais aujourd'hui, ce qui me touche le plus, c'est les situations plutôt négociation, et notamment une qui est la dernière, parce qu'elle fait appel à un double mouvement. Elle fait appel à la manière dont j'ai pu avancer et grandir à travers ces interventions. Et c'est une prise d'otage à l'étranger, une prise d'otage en Côte d'Ivoire notamment, où le ministère des Affaires étrangères, dans ces cas-là, fait appel à la cellule interministérielle de négociation, où tu as un négociateur du GIGN et tu as une négociatrice ou un négociateur du RAID qui viennent au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, parce que en Colombie, au Venezuela, en Afrique ou ailleurs, il y a un Français ou une Française qui est enlevé. Et là, le truc, c'est que c'est une gamine de 2 ans qui a été enlevée. Et alors déjà, une prise d'otage d'un adulte, c'est pas facile à gérer parce qu'il y a la famille, mais quand c'est une gamine de cet âge-là, et d'autant plus quand toi, tu as des gamins de ce âge-là à la maison, bah, ça te met tout de suite dans le bain et ça crée une forme de tension. En plus, il y a une dimension plus complexe encore dans le fait de gérer à l'étranger, c'est qu'il ne faut pas faire d'ingérence politique et que il y a les forces de police, de gendarmerie ivoirienne qui sont déjà en gestion. C'est une Française qui a été enlevée, donc il faut arriver à les conseiller sans trop leur dire quoi faire. Et il y a un premier truc qui se passe assez mal, c'est-à-dire que cette gamine, elle était censée aller à l'école avec le chauffeur, parce que c'est la petite fille d'un couple d'entrepreneurs français qui sont expatriés en Côte d'Ivoire. Et elle est censée être déposée à la maternelle crèche école, elle a 2 ans et demi, 3 ans. Et elle n'y sera jamais déposée et on ne sait pas où elle est. Et il y a un premier message des ravisseurs qui arrive à la famille et qui dit vous nous retrouvez à telle heure, à tel endroit, il y a un message pour vous dans la voiture de votre chauffeur. Et là où nous, déjà, on dit il ne faut pas y aller, c'est un piège, ils décident sur place de monter un dispositif d'interpellation qui pourrait marcher, mais on pense que ce n'est pas une bonne option tactique. Et ils arrivent sur la voiture et au moment où ils arrivent dans la voiture, ils ouvrent le coffre de la voiture et dans le coffre de la voiture, il y a le corps du chauffeur avec le corps d'un côté et la tête de l'autre. Et donc, ça glace le sang de tout le monde. Il y a une voiture qui part en trombe. Les policiers ou les gendarmes ivoiriens tirent sur cette voiture sans pouvoir l'arrêter. Et là, c'est le branle-bas de combat parce que les parents se disent bon, ils ont tué quelqu'un, on a peur pour nous. Et là, on va reprendre la main et on va organiser un deuxième dispositif un peu plus étoffé. Et on va finir par remettre une rançon en échange de cet enfant. Mais comme on aura mis avec les services secrets français une nasse suffisamment large, on va finir par récupérer la gamine et interpeller les gens avec le sac de billets qu'on aura mis en place. Et elle me marque particulièrement, celle-là, parce que c'est 3h du matin à Paris. Je suis seul dans la salle de la CDC, le centre de crise, la cellule de crise du Quai d'Orsay. Et je me dis, entre le tout jeune négociateur que j'étais il y a 10 ans, qui pouvait passer 2 heures avec un haut-parleur à travers la campagne à essayer de faire sortir un gars en vain, et leur récupérer une gamine dont je reçois la photo à 2h du matin, il s'est passé quelque chose d'énorme. Et le boulot, c'est ça en fait. C'est sauver des vies, même les plus jeunes, même les plus fragiles. Et j'ai été particulièrement marqué par cette dernière mission sur laquelle je partirai quelques mois plus tard. Ça, c'est quelque chose qui me marque de dire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre agence de conseil, c'est de se dire, des fois les gens sont dans des problématiques, des deadlocks, des choses complètement coincées, complètement nécrosés, sont complètement dépassés par la situation, et on arrive toujours à soit leur permettre de sortir par le haut, soit leur permettre d'accepter qu'il va falloir faire le deuil de cette situation. Et ça, c'est beau parce qu'humainement, on arrive toujours à avancer, à faire trouver de la résilience et à faire passer des caps aux gens.
Et c'est dans ces dimensions psychologiques et humaines et émotionnelles que je suis moi le plus touché. C'est pour ça que je continue à faire. Aujourd'hui, je continue à faire le même job, je le fais plus au même endroit, mais quand même, c'est aider les gens à sortir des problèmes tendus, quoi. Ouais, complètement. Je rebondis sur un sujet justement que tu as évoqué, c'est le côté émotionnel. Tu disais, voilà, c'est une petite fille de 2 ans, et tu évoquais le fait qu'en plus, à ce moment-là, tu as aussi des enfants en bas âge à la maison. Comment on fait concrètement pour réussir à être impartial dans ces situations et ne pas écouter ses émotions? Parce que souvent, lorsqu'on fait face à des situations de crise, quelles qu'elles soient, selon l'ampleur de la situation de crise, on peut être tenté d'écouter ses émotions et du coup de réagir à chaud, de prendre les mauvaises décisions à cause de ça, alors que là, il y a des enjeux tellement importants, notamment des vies aussi sur le terrain, en pleine intervention, qui sont guidés en partie par tes conseils et ceux de l'équipe d'intervention. Est-ce qu'il y a un truc que tu appliques ou que tu fais ou que tu as su avec l'expérience qui fait que tu arrives à prendre de la hauteur sur tes émotions et rester impartial, quelle que soit la situation? Ouais. Mais justement, je fais rien de tout ça. C'est Ok. rigolo que tu me dises ça. Quand on est arrivé sur ce marché un petit peu de la négociation commerciale ou de crise ou d'intervention, on a posé quelque chose qui était assez disruptif parce qu'on avait des gens à côté de nous ou face à nous qui vendaient justement du recul, du sang-froid, de se couper de ses émotions. Et pour avoir vécu dans des crises extrêmes, que ce soit moi ou Anne, dans son parcours de psychologie ou d'accompagnement émotionnel, il y a un truc qu'il faut absolument faire, et autant que faire se peut, même en tant que chef d'entreprise, c'est de ne pas se couper de ses émotions. L'émotion, elle a un cycle. Si vous vous coupez de vos émotions, si vous refusez une émotion, comme un forcené, comme un preneur d'otage, elle va venir taper à la porte et se représenter de manière de plus en plus radicale, et elle va se faire entendre. Donc, un truc qui est absolument primordial selon nous, c'est de ne pas du tout se couper de ses émotions, ce serait très bizarre dans une prise d'otage, dans une négociation commerciale, d'avoir quelqu'un en face de toi qui est absolument pas humain, qui n'a pas du tout la réaction adaptée, que tu vois être complètement dans le contrôle ou complètement à distance. En fonction de ton profil à toi, ça va soit lever des résistances, soit te donner envie de monter au créneau, soit te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Alors que si tu es dans un rapport humain qui est plutôt logique, prédictible, parce que c'est normal que la personne se mette en colère ou se frustre ou soit choquée par ce que je lui dis, et de la même manière, c'est le cas aussi pour moi, comme il y a cette fluidité dans la relation humaine, comme il y a cette normalité dans le fonctionnement interrelationnel, j'aurai plus de chances d'obtenir ce que je veux dans une négociation, dans ma communication, dans mon management, parce que je ne suis pas une espèce de robot coupé de tout qui est là en mode très robotique, du coup, à gérer des négociations ou de la communication ou du management de manière décérébrée. Je vais avoir l'adhésion des gens qui sont en face de moi. Et même les gens qui sont en colère, même les gens qui m'en veulent, vont trouver ça plutôt logique et normal et vont rentrer dans une dynamique de communication. Alors après, ça ne t'empêche pas d'avoir des outils d'influence et des choses pour arriver à amener l'autre là où tu veux. Mais le truc qu'il ne faut absolument pas faire, c'est se mettre à distance de ses émotions, couper ses émotions ou essayer de maîtriser ses émotions à un endroit où on pense que ce n'est pas naturel et pas possible. Complètement, ouais. On va venir justement à ce que vous faites aujourd'hui avec ton épouse Anne au quotidien. Mais avant ça, apprendre à observer plus qu'à parler, écouter, réussir à comprendre l'autre, etc. pour pouvoir négocier, manipuler, persuader ou autre. Ce sont des compétences qu'aujourd'hui tu as su acquérir à un niveau d'expertise très élevé au fur et à mesure de ces dernières années de ton parcours. Ce sont des compétences aujourd'hui qui sont essentielles pour les entrepreneurs qui nous écoutent, que l'on soit en phase de démarrage de son projet, que l'on ait envie tout simplement, même ne serait-ce que d'aller rencontrer des personnes pour discuter, échanger, networker, ou que l'on ait des enjeux importants en tant que dirigeant d'une boîte conséquente. Quels sont les différents conseils que tu donnerais pour cultiver cette qualité à celles et ceux qui nous écoutent ?
Alors, il y a plusieurs profils de personnes. Ce que je donnerais comme conseil primordial pour une entrepreneuse, un entrepreneur, c'est de cultiver sa capacité à profiler ses interlocutrices et ses interlocuteurs. Il n'y a rien de plus précieux que de connaître bien les gens qui nous entourent, que ce soit des collaboratrices, des collaborateurs, des associés, des prospects, des clients, dans le cadre d'un contentieux ou pas, dans le cadre d'une coopération, d'une collaboration ou pas. Il n'y a rien de plus précieux que de savoir comment les autres fonctionnent et comment, de manière prédictive, je vais pouvoir anticiper certaines problématiques ou certains enjeux. Nous, on estime que, quel que soit le domaine dans lequel tu as envie de t'épanouir, tu dois absolument connaître l'autre. Et si tu n'as pas la relation, tu n'as rien. Tu as beau être manager, dirigeant, négociateur ou négociatrice, si tu ne tiens pas la relation avec la personne qui est en face de toi, tu as beau avoir tous les outils du monde, tu as beau avoir tous les diplômes du monde, c'est comme si tu jetais des cailloux contre un mur. Et donc, avoir des grilles de lecture, se cultiver dans « tiens, c'est quoi sa structure du langage ? Tiens, c'est quoi sa stratégie de fonctionnement ? Tiens, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir l'influencer ? De quoi est-ce qu'il a peur ? Qu'est-ce qui lui fait envie ? » Et là, on est allé tirer, de par nos expériences avec Anne, des grilles de lecture dans la thérapie et l'accompagnement. Et c'est ce qu'on utilise au GIGN aussi. On fait du profilage en amont des missions pour savoir ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je dois anticiper comme comportement de mon interlocutrice ou de mon interlocuteur. Ça, c'est la compétence qui doit être au sommet, un espèce de chapeau au-delà de toutes les expertises métiers ou des appétences que tu peux avoir dans ton métier. Parce que, hormis, effectivement, et même les gens qui gèrent de la data de masse ont besoin de comprendre les users, si tu comprends les êtres humains qui t'entourent, ceux avec qui tu collabores et ceux à qui tu veux adresser un produit, un service, alors tu as 1000 fois plus de chances d'arriver à tes objectifs et d'avancer, ou d'être de moins en moins en échec que n'importe qui d'autre sur cette planète. J'ai envie de te dire, c'est comme de se comparer un être humain à un chien. Un chien, il a une truffe, il sent des milliers d'odeurs de plus que toi, que moi. Faire du profilage, regarder les gens là où personne ne verrait autre chose. Toi, si tu vois dans un comportement, un regard, une position, une structure du langage ou une analyse comportementale, des choses que les autres ne voient pas, tu auras toujours un temps d'avance sur ce qui pourrait mal se passer ou sur ce que tu voudrais influencer dans la situation. Et ça, c'est la compétence primordiale qu'un ou une chef d'entreprise devrait avoir, selon moi. Complètement. Et justement, c'est intéressant parce que souvent dans la négociation ou autre, on parle du langage non verbal. Tu l'évoquais rapidement en parlant de posture et autres. Je me suis toujours posé la question parce que moi j'ai regardé plein de choses. À la base, je suis quelqu'un d'assez timide, introverti, j'osais pas vendre, je n'arrivais pas à vendre, etc. Et pourtant la vente, c'est une des compétences clés de l'entrepreneur. Et ça passe par effectivement comprendre son interlocuteur, ses besoins, ses désirs, ses peurs, ses objectifs, et savoir lui les exprimer, voire faire un effet miroir pour pouvoir lui expliquer comment tu vas l'aider à atteindre cet objectif. Et dans tout ça, en me renseignant, en regardant, il y avait justement le langage non verbal. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que c'est une science exacte ou est-ce qu'il y a une sorte de marge de tolérance qui fait qu'il y a certains profils où ça peut ne pas forcément fonctionner. Toi, dans ton cas, avec l'expérience que tu en tires, comment tu vois la chose ? Dans les sciences humaines, il n'y a aucune science exacte. Là, si tu prends le cas de la France, en France, il y a un truc qui s'appelle la Miviludes, qui est un organe qui observe les dérives sectaires de certains mouvements. La Miviludes observe toutes les pratiques d'accompagnement psychologique humaine. Le seul truc qui n'est pas sectaire en France, c'est la psychanalyse de Freud, qui pour moi est aussi sectaire que toutes les autres, parce que c'est un individu qui a décidé de mettre des étiquettes sur certaines choses. Mais aujourd'hui, tu prends la morphopsychologie, l'hypnose, la synergologie, l'étude des énéagrammes. En entreprise, les gens font beaucoup de disques. Le disque, c'est issu de Jung, des types de Jung. Tout ça, ça n'est pas exact. C'est des choses qui ont été étudiées, qui ont été montées, qui ont été confrontées à la réalité du terrain et qui sont défendues par des personnes qui les ont utilisées. Nous,
que ce soit avec mon épouse chez Incognita ou au GIGN, on ne se fie qu'au terrain. C'est-à-dire, il y a une expérience qu'on teste, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Les grilles de lecture qu'on utilise aujourd'hui, on en croise entre 6 et 8. On les utilise parce qu'on a, certes, toujours une marge d'erreur, parce que tu ne saurais... je veux dire, on n'est pas des magiciens, on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas chaman, on n'imagine pas des trucs de ce qui se passe dans la tête des gens. Les gens, des fois, nous disent « Tiens, devine ce qui se passe dans ma tête. » Mais j'en sais rien de ce qui se passe dans ta tête. Juste, je vais prendre, plutôt que de n'avoir qu'une religion, qu'une église, qu'un clocher, et de me dire « Tiens, j'ai été formé à ça, donc je ne connais que ça, et comme je suis un marteau, tout est un clou, je vais me dire que j'ai vu ça chez toi, donc t'es comme ça. » Nous, on n'est pas du tout dogmatique, on ne met pas les gens dans des tiroirs, on ne pose pas des diagnostics, on n'est pas médecin. On a juste une expérience de terrain avec des grilles de lecture, et on va se dire « Tiens, si je prends ce filtre, j'ai toujours cette image, je ne sais pas si les gens qui nous regardent, nous écoutent, vont avoir la culture cinématographique de ce truc-là, mais il y a un film avec Schwarzenegger qui s'appelle Predator. Et dans Predator, tu as une espèce d'alien qui vient d'une autre planète. Et cet alien a des filtres. Et donc, à un moment donné, il cherche Schwarzenegger dans la jungle et il ne le voit pas parce qu'il est caché sous la boue. Donc, il met un filtre thermique, il met un filtre cellulaire, il met un filtre lumière. Et à un moment donné, il finit par le voir. Et c'est grâce à ce nouveau filtre-là qu'il va voir quelque chose qui est saillant. Ben, nous, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre le filtre de la synergologie, c'est-à-dire je vais regarder comment tu te comportes avec ton corps, c'est quoi tes micro-démangeaisons, tes positions de chaise, comment tu bouges. Si je vois rien d'intéressant ou de saillant, je vais prendre la structure de ton langage. Pas ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis. Et je vais savoir quelques éléments sur la manière dont tu fonctionnes. Si j'ai rien là-dessus, je vais prendre la morphopsychologie. Comment est construit ton visage et ton corps et qu'est-ce que ça me raconte sur ton profil de personnalité. Je vais confronter ça avec potentiellement de l'analyse transactionnelle ou les spirales dynamiques. À quel endroit tu en es dans ta vie et comment tu fonctionnes dans tes drivers et dans ton rapport à l'autre. Si j'ai pas ça, je vais prendre un autre filtre. Et une fois que je t'ai passé à la moulinette de tous mes filtres, plutôt que de me dire « Tiens, je vais te mettre dans une case », je vais chercher ce qu'on appelle les antagonismes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que j'aurais voulu me dire de toi pour me rassurer? Qu'est-ce qui va donner de la richesse, du relief et de l'aspérité et de la particularité à ton profil, où je vais me dire, bah tiens, au regard de tout ça, au regard des contradictions et au regard de ce que je pense de qui tu es et comment tu fonctionnes, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais pas faire? Qu'est-ce que je vais te dire, qu'est-ce que je vais pas te dire? Là, tout à l'heure, tu disais, j'ai fait de la recherche dans mon développement business, je suis quelqu'un de plutôt introverti, et donc, visiblement, pour la vente, il faut être extraverti. J'ai envie de te dire, pour la vente, il faut surtout connaître la personne à qui tu as envie de vendre. Si toi, tu es un introverti, de base, bah, c'est intéressant que tu saches faire les deux. Tu vas rester dans ta guideline d'introversion face à quelqu'un d'introverti qui va se sentir à l'aise avec toi parce que tu lui laisses de la place, parce que tu lui montes pas dessus, parce que tu parles pas trop fort. Et peut-être, ton effort, ça va être de te dire, bah, tiens, si j'ai quelqu'un d'extraverti face à moi, bah, il faut que je me rapproche de lui, il faut que je parle fort, il faut que je puisse toucher son bras ou son épaule. Et en fait, c'est cette synchronisation de qui est l'autre, comment je m'en rapproche et comment je m'imbrique dans son fonctionnement qui va être efficace. Ouais. Et pas forcément d'avoir une recette toute faite dans la vente, dans la thérapie, dans le business. Les gens qui vous disent « hey, j'ai une recette magique, on va faire comme ça », partez dans l'autre sens. Parce que, ok, je vais te faire arrêter de fumer parce que j'ai la recette magique. Je ne sais pas pourquoi tu fumes, je ne sais pas c'est quoi ton histoire de vie. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer. Et je vais individualiser quelque chose pour toi. Alors, je peux avoir des choses qui fonctionnent, mais que je vais mettre ad hoc sur ton fonctionnement pour te faire arrêter de fumer. Eh ben, c'est la même chose en vente. Je vais te vendre un truc à toi qui n'est pas le même acheteur forcément. Alors, bien sûr qu'il y a des trends et qu'il y a des techniques de communication qui vont plus facilement te faire rentrer dans un tube, dans un funnel de vente. Mais si je n'individualise pas mon comportement et la manière dont je m'adresse à toi, j'ai énormément de chances de me casser la figure. Ouais, je te rejoins effectivement. Donc, pour résumer, mettre en place différents filtres. Il n'y a pas une méthodologie, et ce, quel que soit le domaine, il y en a plusieurs. Il faut trouver celle qui est la plus à même d'être adaptée à la situation et puis chercher justement les points de cohérence ou les points d'incohérence pour pouvoir identifier comment ça marche. Mais surtout, un point qui est clé, c'est au niveau de ta personnalité.
si tu es quelqu'un d'introverti ou d'extraverti, t'alignes à la fréquence de ton interlocuteur pour pouvoir justement engager la discussion, la négociation ou ne serait-ce que la relation. En 2020, du coup, ta carrière au GIGN prend fin suite à une décision volontaire et tu créeras la même année Incognita, aux côtés de ta femme, Anne, justement, où vous avez des compétences, on en a parlé tout à l'heure, très complémentaires. Et tu choisis justement d'appliquer les différentes techniques que tu as enseignées, que tu as appliquées pendant des années au GIGN, aux entreprises, pour gérer des cellules de crise ou pour prendre des décisions à fort enjeu. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de dans quelle mesure cela s'applique aux entrepreneurs que tu accompagnes, quel type d'entrepreneurs aussi, d'entreprises vous accompagnez, et dans quelle mesure ça peut s'appliquer à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Là, pour aller dans le sens du thème et du nom de ton émission, un déclic de plus dans mon parcours. En me formant à toutes ces techniques d'accompagnement et de profilage au GIGN, je vais notamment croiser sur mon parcours l'hypnose ericksonienne. Et durant ce parcours-là, je vais rencontrer des gens qui ont une boîte qui s'appelle Mental Sport. Et Mental Sport accompagne les sportifs de haut niveau grâce à l'hypnose. Donc, à ce moment-là, il n'est pas encore trop question pour moi de me reconvertir et de quitter l'institution. Et pour autant, ces gens-là me disent, je ne sais pas où tu en es de vouloir partir ou pas, mais si ça t'intéresse, nous, ton parcours, force spéciale, dépassement de soi, sport de haut niveau et négociation psychologie, c'est un bon combo pour nous parce que si un jour tu veux accompagner des sportifs, je pense que tu as le bon profil pour ça. J'ouvre cette porte-là et en 2015, il m'envoie un message en me disant « Tiens, il y a un sportif qui est en région parisienne, qui fait du saut d'obstacle, de l'équitation, qui cherche un coaching. Est-ce que ça t'intéresse de le prendre un petit peu sous le manteau en parallèle de ton job, secrètement ?» Et je dis oui et je l'accompagne. Et ce gars-là va gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Alors, son objectif était au départ, je me dis, je suis 170e mondial, je voudrais réintégrer l'équipe de France, je pense que j'ai un bon cheval, je pense que je peux faire quelque chose. J'ai déjà passé 3 fois les Jeux Olympiques, mon père est champion olympique et j'ai toujours ce rêve rivé au corps. On fait la préparation, il commence à gagner, il commence à parler de moi autour de lui, je commence à être contacté par les Mbappé et les Zidane du saut d'obstacle à cheval. Je ne connais pas du tout ce milieu-là. Je me retrouve dans des concours très prestigieux au pied de la Tour Eiffel et ainsi de suite. Et à un moment donné, un dimanche, sur l'épreuve phare qui est 1,60 m dans ce sport-là, qui est une épreuve 5 étoiles, qui est la Ligue des Champions, sur le podium, les 3 premiers de l'épreuve sont les 3 que je coach. Et je me dis, je ne sais pas bien ce que je fais, mais il y a forcément un truc que je fais qui fonctionne. Et donc, avec Anne, on va commencer parce que je notais tout à l'époque comme un psychopathe, ce que les gens me demandaient, quel était leur profil, ce que je leur proposais, quelle était la tentative de remédiation, quels étaient les résultats, et ainsi de suite. Et j'avais plusieurs classeurs. Et pendant toute une nuit, on va détricoter et comprendre un petit peu c'est quoi la méthode. Au petit matin, on se retrouve à comprendre que ce que je fais, qui marche pour le sport de haut niveau, pour les forces spéciales, mais aussi pour l'entreprise, c'est que je travaille sur 4 piliers de la performance, que sont la motivation, la confiance en soi, la gestion des émotions et la concentration. Et donc, si je bosse sur ces 4 items et que j'ai une base saine et solide de nettoyage mental, de virer tous mes traumatismes de vie, ce qui me prend la tête, je peux être à 100% de qui je suis. Dans ce milieu-là, où il y a des chefs d'entreprise qui sont finalement la semaine dans leurs entreprises à diriger des équipes et le week-end à faire du saut d'obstacle, parfois de très haut niveau, je vais rencontrer des gens qui vont me dire ce serait intéressant que ce que tu fais avec moi, tu viennes le faire avec mon COMEX, mon CODIR, mon top management. Et je vais commencer à glisser vers l'entreprise. Et avec Anne, on va commencer à proposer des produits très ad hoc de gestion des émotions, du stress, et puis commencer à travailler sur la prise de décision, commencer à travailler sur la crise, la négociation. Et à un moment donné, les chefs d'entreprise vont nous dire « Mais en fait, je ne sais pas ce que vous faites, mais nous, on voudrait comprendre ce que vous faites et on voudrait que vous nous appreniez ce que vous savez faire. »
Et donc, ça a été le déclic. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai rendu mon étoile de shérif au GIGN et on s'est posé pendant le premier confinement avec Anne. J'ai pris ma retraite et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on mixe comme compétences? Qu'est-ce qu'on peut apporter au monde de l'entreprise? Et c'est comme ça qu'on en est venu à proposer nos 3 grands piliers d'accompagnement. On a un premier pilier qui est le conseil. Ce dont les chefs d'entreprise ont besoin, c'est comment est-ce que je gère une crise? Avec qui je suis? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais il faut savoir avec qui on est en crise. Donc on gère tout un tas de crises, notoriété, accidents, cybercrise, qui est notre spécialité. Quand les hackers te demandent une rançon et ont bloqué tous les ordinateurs, il faut arriver à ce que la continuité de ton activité opère. Je vais avoir des négociations à fort enjeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations sociales, soit individuelles, soit syndicales. Tu vas avoir des négociations commerciales tendues avec des contrats. On va jusqu'au M&A, on fait de la fusion-acquisition, on aide les vendeurs à vendre et les acheteurs à acheter, en parallèle des banques d'affaires. Et le dernier item qu'on est un peu les seuls à faire, c'est qu'on fait des négociations, ce qu'on appelle en zone grise. Alors, tu as la zone noire qui est judiciarisée, criminelle, où tout de suite tu vas déposer plainte. Tu as la zone blanche où c'est très business corporate et tu vas gérer en interne ou avec des cabinets de conseil. Et puis on a des zones grises où des fois les gens sont menacés, font l'objet de chantage, où on va aller discuter soit avec des hackers, soit avec, ça nous est arrivé de discuter avec des groupuscules dans les pays de l'Est, de la mafia en Italie et des choses comme ça, avant de faire basculer d'un côté ou de ramener de l'autre. Ça, c'est notre premier pilier de conseil où tout ce qui est management complexe, tu as un problème avec une équipe, tu as un problème avec un individu et tu vas essayer de résoudre cette pelote, ce nœud nécrosé. On va aider les gens à tirer sur le bon fil. La deuxième chose, c'est la formation. On va équiper les chefs d'entreprise et leur équipe proche et puis leur top management à savoir négocier et à savoir profiler. C'est-à-dire que tu sois chasseur de tête, DRH ou manager ou dirigeant, il faut que tu saches à qui tu as affaire dans une négociation, dans un comité de direction ou dans tes équipes avec tes collaboratrices et tes collaborateurs. Et le troisième item, c'est de se dire, les gens ont besoin de vivre des expériences exceptionnelles et on va avoir un truc un petit peu conférence, séminaire, bootcamp, team building, où ça va de la conférence où on raconte des histoires jusqu'au bootcamp un peu militaire où on emmène des comités de direction ou des équipes brancarder des blessés de jour ou de nuit dans l'eau en équipe et leur faire vivre des trucs intenses pendant 2-3 heures où on va révéler le potentiel des gens qui t'accompagnent à travers un exercice qui les sort complètement de leur zone de confort. Et donc aujourd'hui, on adresse ces 3 piliers et on a des entrées. Il y a des gens qui nous abordent par le conseil, qui demandent à ce qu'on les forme. Il y a des gens qui arrivent par le bootcamp et qui demandent à ce qu'on intervienne. Et en fait, on adresse toutes les problématiques humaines de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Et on est surtout dans les zones, tu vois, on s'appelle incognita, on est en terra incognita. Là, quand ça te dépasse, quand tu sais pas quoi faire, quoi dire, tu as toujours une épaule sur qui compter. Je te disais, les entrepreneurs qui nous appellent avec 17 de tension à 2h du matin, ça décroche. Il y a un expert ou une experte qui les connaît, qui va les accompagner à l'épaule dans des dynamiques complexes. Et ça, c'est hyper précieux. Complètement. Et justement, tu m'en parlais tout à l'heure, la typologie d'entreprise que vous accompagnez, en général, c'est des entreprises qui font entre 50 millions et 2 milliards de chiffre d'affaires. Il y a un concept très intéressant que beaucoup d'entrepreneurs commencent à connaître, qui se popularise de plus, mais qui est finalement à la base, c'est que tu as des problèmes et des prises de décision à la hauteur du niveau auquel tu es dans ton entreprise, dans ton entrepreneuriat. Donc, à ces niveaux d'entreprise, entre 50 millions, encore une fois, et 2 milliards de chiffre d'affaires, on a des problèmes et des enjeux qui sont parfois de taille, qui sont colossaux. Est-ce que tu as une anecdote intéressante, justement, de prise de décision où on doit agir vite, mais bien? On en parlait tout à l'heure en off de la nécessité, justement, de pouvoir être objectif, de proposer plusieurs solutions avec l'ensemble des informations et des enjeux tenants aboutissants qui sont là. Parce que l'entrepreneur, au bout de son téléphone ou face à son codir pour prendre sa décision ou autre, doit pouvoir objectivement prendre la bonne. Ouais, alors j'en ai des tas et j'en ai des récentes. Là, par exemple, là, à l'heure où on se parle, on gère 3 ransomware de front.
ces ransomware, ces attaques informatiques dont je te parlais tout à l'heure. Et il y a encore un truc aujourd'hui où il y a des gens qui considèrent qu'il faut se cacher de ça, que c'est honteux d'être victime de ransomware, que ça fait appel à une faille de sécurité informatique, et ainsi de suite. Et on fait face souvent à des écosystèmes très techniques où les gens sont accompagnés par des informaticiens experts dans des problématiques et se rendent pas compte que une crise cyber, au même titre que n'importe quelle crise dans une entreprise, c'est avant tout une crise humaine. Et un problème technique va certes se résoudre par une solution technique, mais en attendant, c'est 90% d'humains qui va réussir à faire fonctionner l'entreprise. Et notamment une prise de décision. Et là où je te disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre des décisions à la place des chefs d'entreprise. Il faut les éclairer suffisamment, leur proposer suffisamment d'options pour qu'en leur âme et conscience, ils puissent prendre leurs décisions. Là, si on prend ce genre de crise, la crise cyber, à un moment donné, il faut choisir de communiquer ou de ne pas communiquer. Et donc, tous les techniciens et les non-spécialistes vont te dire non, il ne faut pas communiquer, il ne faut rien dire, il faut en dire le moins possible, sinon on va se faire un petit peu l'effet stressant d'être plus visible et plus brillant sous cet angle-là qui n'est pas à notre avantage. Et nous, on leur dit, vous avez, un peu à la Matrix, vous avez deux portes. La porte de « je ne communique pas », qui est un message à part entière, ça peut être « je me cache », ça peut être « je m'en fous », ça peut être « j'ai honte », ça peut être « je me sens coupable », ça peut être il peut y avoir plein de solutions et on va être en défensif et à un moment donné, quelque chose va sortir parce que ça sort toujours, on n'aura pas eu la main et c'est un choix de faire ça et on pourra toujours expliquer le pourquoi on n'a pas communiqué et communiquer de manière défensive en urgence et ainsi de suite. Nous, on vous conseille de communiquer. Certes, ça amène des conséquences et des inconvénients qui sont que on va mettre à jour qu'on est en difficulté, mais derrière, vous avez suffisamment de confiance en vous et de cran pour assumer le fait que ça n'est pas de votre faute, expliquer aux gens tout ce que vous avez bien fait qui vous permet de traverser cette crise dans de bonnes conditions, montrer à vos clients que vous êtes solide dans la tempête et que vous n'oubliez pas de les inclure dans vos envies de s'en sortir avec eux aussi. Vous avez une communication externe et potentiellement vos prospects vont se diriger vers vous parce qu'ils savent que si jamais à un moment donné vous êtes dans la difficulté, vous êtes un partenaire de confiance qui sait faire face à la difficulté. Voilà, il y a des inconvénients et des avantages aux deux solutions. Maintenant, nous, on vous conseillerait celle-là, mais quel que soit votre choix, on va vous accompagner. Et notre job, c'est ça. C'est pas seulement de poser des affirmations qui sont les nôtres, c'est surtout d'éveiller les chefs d'entreprise sur il y a 3, 4, 5 options. Si tu choisis cette option, ça va donner ça en plus ou en moins. Tu as tout le panel, on t'accompagnera quoi qu'il arrive, mais maintenant, c'est à toi de prendre cette décision. On est derrière toi, on est à l'épaule, et tu vas sortir grandi pédagogiquement et en termes de confiance de ce qui se passe là. Et des choses comme ça, on en a toutes les semaines. Ouais. Être ce partenaire de confiance qui est là quoi qu'il arrive et Absolument. Qui met à disposition les informations telles qu'elles sont pour pouvoir prendre la décision la plus éclairée possible. Un chef d'entreprise, une chef d'entreprise est très seul. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence de cercles d'entrepreneurs, de business clubs, et que les émissions telles que la tienne font énormément de bien aussi, parce qu'il y a une parole qui se libère, tirée de différentes expertises ou de métiers très métaphoriques, comme le mien, de GIGN, parce que les gens sont seuls et à un moment donné, il faut des challengers, des gens qui viennent te confronter, qui viennent te proposer ou t'épauler sur certaines décisions pour que tu puisses continuer à avancer dans la bonne direction. Complètement. Et justement, cette complémentarité et cette éclecticité finalement au niveau de vos clients, vous pouvez la gérer aussi bien parce que vous êtes deux. Tu as unité force avec ta femme dans ce projet, Anne, qui est du coup ton associée dans la vie et ton associée dans le pro. On vous voit juste ici tous les deux, justement. Comment est-ce que vous avez concilié vos compétences communes? On en parlait tout à l'heure de cette complémentarité entre son métier
et le tien, le fait que à l'époque, lorsque tu étais encore au GIGN, eh bien, vous discutiez de certains sujets et de comment tu avais pu résoudre telle problématique ou faire face à tel enjeu, telle problématique, et elle de son côté aussi. Et aujourd'hui, comment justement cette complémentarité fait que vous arrivez à résoudre n'importe quelle situation de crise, ou en tout cas avoir une grille de lecture beaucoup plus riche que s'il y avait juste la case GIGN? Un déclic de plus, tu le dis, on s'est supervisé dans nos pratiques. Alors, on s'est beaucoup formé ensemble. Il faut savoir que le GIGN va beaucoup chercher dans les grilles d'accompagnement et de la thérapie, parce que faire sortir un preneur d'otage ou un forcené de chez lui, c'est sortir quelqu'un d'une émotion extrême, intense, l'amener au changement d'une certaine manière. Quand tu vas voir un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre, c'est qu'il y a une partie de toi qui est OK pour changer, mais qu'il y a une partie de toi qui n'est pas OK pour changer. Parce que si tu étais OK pour changer, tu aurais changé. Et si tu voulais absolument pas changer, tu n'irais pas voir un professionnel pour ça. Il y a une espèce de négociation interne qui fait que je voudrais, mais j'y arrive pas, donc je vais me faire aider. Et en fait, on se supervisait dans nos pratiques de sorte que des fois, je rentrais d'une prise d'otage en prison et elle me disait alors ça s'est passé comment? Je lui racontais les problématiques, les tensions. Elle me disait est-ce que tu as essayé ça ou ça? Faudrait la prochaine fois que tu essayes ce mouvement-là, ce levier-là. Et de la même manière, elle rentrait du cabinet et je lui disais mais avec ton patient, est-ce que tu as essayé ça ou ça? Est-ce que ce levier-là, ça ne fonctionnerait pas la prochaine fois? Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais en fait, d'une certaine manière, on fait un peu le même job. On aide les gens à sortir de problématiques parfois extrêmes desquelles ils ne voient pas le bout du tunnel, et on aide les gens à changer par des leviers psychologiques, humains, émotionnels, et on a quelque chose à raconter là-dessus. Et naturellement, on en est venu à mixer ou tresser nos compétences pour se dire, dans une entreprise, il y a des expertises métiers. Ces expertises métiers, elles sont portées par des êtres humains la plupart du temps. Et ces êtres humains ont des relations, des problématiques et des conflits. Et on va adresser l'intégralité du spectre des problématiques humaines. Et avec ça, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucune zone d'ombre sur laquelle on n'est pas capable d'adresser une solution aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui. Complètement. Et aujourd'hui, du coup, ça fait 4 ans que vous avez créé cette entreprise. Comment vous avez structuré cette entreprise? Parce que vous avez des complémentarités au niveau de la compétence métier. Mais comment est-ce que vous répartissiez les tâches, les rôles? Tu évoquais quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, ta clientèle, elle vient essentiellement, j'imagine, par recommandation aussi. Ça peut être intéressant de voir justement ce changement avec ce nouveau métier qu'est l'entrepreneuriat, qui est un métier qui nécessite d'innombrables compétences, et ce switch que vous avez fait. Alors, tu le dis, effectivement, on bénéficie essentiellement du bouche à oreille. Et notre enjeu, au-delà du fait de délivrer une compétence mixte qui couvre tout le spectre des besoins de l'entreprise, on a eu à cœur justement de recruter en dupliquant cette compétence. Donc, Anne est allée chercher dans son monde à elle des gens issus de l'accompagnement et de la thérapie. Et moi, je suis allé chercher dans mon monde à moi des gens issus de la crise et de la négociation. Et donc, on a formé les deux facettes à l'autre spécialité, de sorte que les gens qu'on fait monter sur des missions ou qu'on mandate sur du conseil sont des gens qui ont la double expertise. Et on a fait, alors aujourd'hui on est 6, et on a aussi structuré notre entreprise de sorte qu'on ait une base arrière solide. Alors, il y a des choses qui sont nécessaires, l'administratif, la comptabilité, mais on a mis surtout l'accent sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun doute sur notre compétence et sur notre offre de valeur. Le seul truc, c'est qu'il faut que les gens sachent qu'on existe. Donc, on a mis l'accent surtout sur la communication, sur les réseaux, et on a fait monter des gens dans l'entreprise sur notre capacité à faire savoir qui on est le plus largement possible. Et donc aujourd'hui, on est 6 dans l'entreprise et on a une équipe de freelance qui, au départ, viennent monter sur des missions. Et lorsque alors nous, on a un système un peu particulier dans le conseil, on a un système d'abonnement, de fee annuel. Dès qu'on a un nouveau client qui arrive et qui signe, on transforme un freelance en contrat en CDI. Et c'est comme ça qu'on fait grandir l'équipe depuis le démarrage. Tu évoques quelque chose d'extrêmement intéressant. Beaucoup d'entrepreneurs ne se focalisent que sur la partie produit. Donc finalement,
c'est quand même la base, c'est extrêmement important de délivrer de la qualité, ce qui fait finalement la recommandation et le bouche à oreille que vous avez. Mais ensuite, la communication, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur produit du monde, les plus belles compétences du monde, la plus belle équipe du monde, mais si personne ne le sait, malheureusement, tu n'auras pas en tout cas l'exposition et le succès mérité, et tu laisseras des clients qui ont peut-être besoin de tes services et besoin de toi sur le carreau ou travailler avec d'autres personnes qui peut-être sont moins efficaces que toi pour gérer ce type de problématique. Un autre sujet aussi, c'est que tu en as beaucoup parlé dans cet échange, c'est l'humain finalement. Tout est lié à l'humain, aux émotions, aux prises de décision. Et lorsque l'on est entrepreneur, l'humain, c'est vraiment la clé, les ressources humaines, constituer une équipe, réussir à recruter les bonnes personnes, bien les manager, bien les gérer. Imaginons qu'un entrepreneur qui nous écoute est face à une situation de crise au sein même de son équipe, un conflit entre plusieurs personne ou un conflit avec un associé, quels seraient les différents conseils que tu lui donnerais, ne serait-ce que pour prendre de la hauteur, être objectif sur la situation et pouvoir potentiellement, à l'issue, résoudre la problématique de la meilleure façon qui soit? Alors, objectif sur la situation, il ou elle ne le sera pas, puisque il ou elle est impliqué, donc forcément subjectif. Déjà accepter ça. Déjà accepter qu'on ne peut pas gérer froidement quelque chose qui nous a mis dans l'émotion, en tout cas pas tout de suite. Maintenant, effectivement, prendre du recul, analyser, changer d'angle, ça c'est possible et c'est absolument nécessaire. Il faudra systématiquement passer par ce qu'on appelle un conflit chaud, c'est-à-dire que il vaut mieux aller vers de l'explication, on va appeler ça ventiler ses émotions, ouvrir le robinet des tensions qui se sont accumulées, parce que même s'il y a eu un petit clash et qu'il n'y a plus de clash, mais qu'il y a toujours un dossier en cours, on va dire qu'on part en conflit froid, une espèce de guerre froide de nerfs, qui va finir tout le temps par exploser en conflit chaud. Mais là où ça aurait fait pchit, ça va être un volcan, un cataclysme. Donc on va toujours amener le chef d'entreprise à lui proposer de se mettre à table, de discuter, de ventiler, parce qu'il vaut mieux au départ entendre des choses pas super agréables, mettre les émotions sur la table et faire face à un petit conflit chaud, que de se mettre en retrait, monter des dossiers et partir dans une guerre froide qui va être un cataclysme à la fin, avec de vraies conséquences et de vraies pertes financières, psychologiques, émotionnelles et parfois business. Donc il vaut mieux aller tout de suite au carton, crever l'abcès et en venir à se dire que il faut qu'il y ait des conséquences à ce conflit, il faut mettre fin à une collaboration commerciale ou en interne, plutôt que de refuser l'obstacle et de se voir exploser quelque chose à la figure qu'on va clairement pas pouvoir gérer. On le dit souvent, recruter lentement et remercier rapidement lorsqu'il y a un problème ou qu'on identifie que le recrutement a été mal fait. Et c'est pareil finalement dans ce que tu évoques, c'est dès lors que tu vois la problématique, réussir très rapidement à aborder le sujet, à traiter la problématique comme il se doit, sans quoi effectivement l'abcès va grossir et quand il va exploser, ça va vraiment éclater. Un autre point, c'est le sujet des prises de décision. On prend quelque chose comme 60 000 décisions par jour, consciemment et inconsciemment. Donc on est des machines littéralement à prise de décision au quotidien. L'entrepreneur est une machine aussi à prise de décision dépendant des enjeux et du niveau dans lequel il se situe. Est-ce que tu as une sorte de process ou un framework établi pour pouvoir permettre à un individu, que ce soit dans le pro comme dans le perso, de prendre des bonnes décisions ou en tout cas de prendre les meilleures décisions qu'il puisse prendre avec les éléments dont il dispose? Quand tu me dis ça, j'ai 3 choses qui me viennent. La première, c'est que il faut accepter qu'on ne va pas prendre la bonne décision, déjà, et pas se focaliser sur « je dois prendre la bonne, je dois prendre la bonne, je dois prendre la bonne ». Ça ne fonctionne pas. La bonne décision, on le sait qu'après le match, et c'est très facile de refaire le match après le match, on sait que ça a été la bonne décision parce qu'on a les résultats et les conséquences et on n'a pas de boule de cristal. Donc déjà, accepter que potentiellement la décision qu'on va prendre ne sera pas la bonne va faire baisser la tension, la pression et ouvrir l'esprit là où potentiellement on pourrait être en effet tunnel. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un conseil des sages avec 15 personnes qui vont donner toutes et tous leur avis, mais trouver 1, 2, 3 référents qui, dans le cadre du business ou dans le cadre du perso, vont nous challenger ou vont apporter un conseil qu'on estime être légitime. Et effectivement, la troisième chose,
c'est... j'en ai plusieurs, mais effectivement, la troisième chose, c'est de dire que quoi qu'il arrive, tu vas donner ta meilleure réponse. D'accord. En fait, dépressuriser le fait que quoi qu'il arrive, là, si je te demande de prendre une décision sur n'importe quoi, tu vas réunir tout ce que tu as en ta possession là. Alors, c'est ton expérience d'entrepreneur, le contexte qui est dans la pièce, ton état de fatigue, comment tu as dormi, ton humeur, et que ce que tu vas faire là, c'est ta best practice, en fait. Tu n'es pas capable de faire mieux. Si tu avais été capable de faire mieux, tu aurais fait mieux. Alors, des fois, ton mieux, en tant que chef d'entreprise, c'est de la merde. Et tu te dis après que c'était nul, en fait, et que tu étais à 10% de ce que tu aurais pu faire, mais c'était ton 100% de l'instant. Et arriver à accepter d'avoir cette résilience, de se dire « Ok, je vais peut-être prendre la mauvaise décision, je vais essayer de m'entourer des meilleurs, et que quoi qu'il arrive, la réponse que je vais avoir, c'était la meilleure de l'instant et pas la meilleure dans l'absolu. » Alors, ça te donne de l'ouverture et de la fluidité assez pour aller de réussite en réussite plutôt que de rentrer dans une spirale un petit peu infernale qui t'emmène toujours vers moins de capacité à objectiver les situations qui t'entourent. Complètement. Un autre sujet, c'est que aujourd'hui, lorsque l'on a besoin de conseils ou autre, que ce soit pour gérer une crise ou pour tout simplement développer son business et autres, souvent, on a le sentiment que on n'en a pas besoin, tout va bien, etc. Quand tout roule, tout va bien, on va faire appel à personne. C'est un peu comme on ne va pas aller chez le médecin si on est en bonne santé. On va souvent aller chez le médecin quand malheureusement on n'est plus en bonne santé. Ça, c'est la vision européenne de la Exactement. médecine. Voilà, tout à fait. Et c'est très bien que tu soulignes le fait que c'est une vision qui est européenne, parce que typiquement en Asie, on a une vision complètement différente des choses. Dans l'entreprise, moi pour ma part, j'ai la vision un petit peu comme l'Asie là pour la santé, c'est-à-dire qu'il faut chercher à se challenger, à s'entourer de bonnes personnes compétentes qui vont pouvoir prendre de la hauteur et t'aider à prendre de la hauteur sur ton business pour prendre les bonnes décisions, etc. Quel serait le conseil ou la chose que tu dirais à des gens qui se disent « c'est génial, le job de David, Anne, etc. Mais du coup, j'en ai besoin que quand ça va mal. » Parce que, à mon sens, justement, on en a besoin finalement tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que tu évoquais un petit peu le business model que vous avez mis en place à abonnement. C'est-à-dire qu'on peut toute l'année rester, si on en a besoin, en contact avec vous et vous êtes disponible si d'un coup il se passe quelque chose, mais de façon à ne pas être là uniquement pour éteindre les feux, mais finalement être là aussi pour de la prévention. Tu évoquais aussi le fait de la formation, pour pouvoir créer un contexte, un cadre et un environnement propice à la performance tout au long de l'année et propice au fait d'éviter ce type de crise. En fait, le premier truc qui me vient quand tu me dis ça, c'est il faut faire des erreurs. C'est absolument primordial. Si dans ton parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, tu ne butes sur rien, tu ne rentres pas dans des dynamiques de difficulté ou tu ne fais pas d'erreurs, il y a deux solutions. Soit effectivement, tu es dans une niche, dans le Blue Ocean, où finalement, tu es le roi du pétrole chez toi. Soit c'est que tu es dans une tellement petite vision de ce que tu peux faire que tu ne vas pas chercher les limites et que tu ne vas pas te confronter aux bordures de ce qui pourrait t'apporter et te challenger. Et en fait, le cerveau, il n'apprend que par l'erreur. C'est-à-dire que là, si je te donne une fléchette, je te donne 3-4 fléchettes et je te demande de viser une cible, si avec ta fléchette, tu tapes le centre de la cible tout de suite, ton cerveau n'aura pas appris une compétence. Et dans ta deuxième, troisième, quatrième fléchette, tu as assez peu de chances finalement d'atteindre encore le centre de la cible. Alors que si je te donne une première fléchette et que tu es à 10 cm et que ton cerveau mesure la différence entre ce que tu voulais avoir et ce que tu aurais dû avoir, il va commencer à rectifier, à apprendre un geste et tu vas à la deuxième être à 5 cm, à la troisième être au centre et tu as de très fortes chances sur les 5e, 6e, 10e d'être tout le temps au centre parce que tu as appris, tu as conscientisé et tu as modélisé quelque chose. Et en fait, les entrepreneurs qui réussissent font énormément d'erreurs. Je veux dire, aux États-Unis, en France, par exemple, tu vas demander un prêt à une banque pour monter une boîte. Tu as planté 3 boîtes,
tu es marqué au fer rouge, on te considère comme étant un mauvais entrepreneur, tu veux emprunter aux États-Unis, c'est parce que tu as planté 3 boîtes qu'on estime qu'on peut te faire plus confiance parce que tu vas apprendre de tes erreurs. Il faut faire des erreurs en entreprise et il faut en anticiper certaines et ne pas laisser à l'abandon d'autres sous le tapis parce que on se dit qu'on n'a pas la compétence ou que c'est pas très grave. Et c'est là où nous, on a un peu une vision européano-asiatique de l'accompagnement d'entreprise, c'est qu'on va les équiper en amont, leur expliquer. Par exemple, pour la gestion de crise, on leur dit « Ok, vous n'êtes pas pompier, et si jamais ça dérape complètement, on viendra, mais par contre, on va vous apprendre à éteindre un feu avec un extincteur. » Pour la négociation, c'est pareil. On va vous apprendre à avoir une boîte à outils, on va vous apprendre à profiler vos interlocuteurs pour le RH et tout ça. Et donc, c'est très intéressant pour nous de les équiper avec un package de base sur lequel on sait que 8 fois sur 10, ça va désengager des problématiques et que si vraiment ça les dépasse, on sera toujours là pour les équiper. Et donc, on est là sur du 360 degrés, on les prépare en amont, on les accompagne et on vient en pleine crise, en curatif ou en post-crise ou en négociation à fort enjeu, où on vient leur apporter une compétence de formation nécessaire à un instant T parce que ils ont, eux, eu une vision très holistique de l'entreprise où je ne me concentre pas juste sur mon expertise métier, mais tu sais, quand tu es dans une colonne d'assaut au GIGN et que tu prépares une mission, tu ne peux pas te permettre de regarder qu'un truc. Tu ne peux pas te permettre d'oublier qu'il y avait une fenêtre là et qu'il y avait une porte là. Tu prends l'intégralité de ton écosystème et tu vérifies que toutes les choses soient prises en compte et que chacun ait une tâche. En entreprise, c'est pareil. Et nous, c'est ce qu'on apporte. C'est de se dire, il peut se passer plein de trucs. On n'est pas dans la parano. On n'est pas dans la vigilance permanente, mais on va vous équiper pour faire face à tout. Et quand ça vous dépassera, on sera là. Complètement, ouais, prendre de la hauteur, justement, et avoir conscience des enjeux. J'insiste sur un point également pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas une boîte qui fait 50 millions à 2 milliards de chiffre d'affaires. 100% des éléments que tu évoques ici, finalement, sont aussi applicables à quelle que soit l'échelle, que ce soit même un jeune entrepreneur qui juste veut lancer sa boîte pour la première fois. Et ça, c'est un point. Et justement, je reviens sur un sujet, c'est que la culture de l'échec, c'est quelque chose de capital et de clé dans l'entrepreneuriat. On dit souvent, soit on gagne, soit on apprend. Et il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs, j'avais envie de dire jeunes entrepreneurs, mais finalement, jeunes, moins jeunes, peu importe. Et souvent même, c'est les moins jeunes qui ont cette peur parce qu'ils sont peut-être déjà établis, ils ont une famille, des enfants à charge, etc. Donc, il y a cette crainte qui est ancrée d'oser se lancer, d'entreprendre. Et si j'y arrivais pas, et si j'échouais, qu'est-ce que vont dire les proches, mon entourage, les gens autour de moi, etc. Ils avaient eu raison, voilà. Toutes ces choses qu'on se dit. Et finalement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce que ton message sous-jacent, c'est oser faire des échecs, ça fait partie du processus. Accepter le fait d'en faire, accepter le fait que vous prendrez de toute façon possiblement pas la meilleure décision et que c'est après coup, c'est toujours facile de refaire le match, tu l'évoquais, après une fois qu'il est passé. Quel message tu partagerais à ceux qui nous écoutent, qui peut-être se disent « j'ose pas » et si ça marchait pas, qu'ils soient déjà lancés ou pas, par rapport à l'échec et la peur de l'échec, qui est vraiment un vrai biais qui empêche bon nombre d'individus d'atteindre leurs objectifs et qui parfois éteint même leurs ambitions. Là, quand tu me dis ça, j'ai l'image des forces spéciales anglaises, des SAS, dont la devise est « Who dare win » et « Qui ose gagne ». En fait, les gens qui... Enfin, c'est trop tard, en fait. À partir du moment où tu as eu le déclic de te dire « J'ai le choix entre être salarié dans un groupe ou une entreprise et donc être dans une forme de sécurité et de non-responsabilité des gens, mais alors je suis responsable de ma famille, j'ai choisi un emploi salarié, il faut que j'arrive à le maintenir et à continuer à gagner ma vie. » On est dans une dynamique émotionnelle, psychologique. Quand tu choisis d'être chef d'entreprise, que tu aies une TPE, que tu sois artisan ou que tu sois dans un ETI ou un grand groupe, quand tu es aux commandes d'un bateau dont tu as le volant, quelle que soit ta taille, c'est fini en fait. Tu as décidé de rentrer dans un monde où tu vas être responsable de toi-même et des autres. Tu vas devoir prendre des décisions qui vont engager ton intégrité
financière, psychologique, émotionnelle, physique parfois, et celle des gens qui dépendent de toi. Donc, tu peux à des moments donnés choisir de ralentir, de te recroqueviller, et tu pourrais même décider de jeter l'éponge de l'entreprise pour faire autre chose. Mais à partir du moment où tu as décidé de t'engager dans cette voie, j'ai envie de te dire que tu sois voué à grandir ou que tu sois voué à essuyer les plâtres, t'as déjà à l'intérieur de toi, quoi que tu te racontes, que c'est dur, que tu n'as plus envie de faire ça, que tu sais pas si tu vas y arriver, tu as déjà à l'intérieur de toi l'ADN, le mindset du chef ou de la chef d'entreprise. Et ça, il faut le cultiver un petit peu comme cette lumière qu'a Iron Man au centre de sa poitrine, une espèce de truc qui fait tourner la machine. Ce truc-là, des fois, il est au bord de s'éteindre. Ce truc-là, des fois, il brille très fort. Il faut choyer et chérir ce truc-là parce que, ok, des fois, tu vas être moins bien et des fois, le chef d'entreprise, la semaine, le mois, l'année d'un chef d'entreprise, des fois, tu es au sommet de ton art, des fois, tu es au fond du trou et ça en 2 heures ou en 1 semaine. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont déjà un projet d'entreprise ou qui ont déjà monté une entreprise, quelle que soit sa taille, ils ont déjà été mordus par l'entreprise, que c'est trop tard. Et que, ok, vous pouvez très bien jeter l'éponge, mais vous êtes voué à réussir d'une certaine manière. Soit effectivement, vous atteignez vos objectifs dans cette entreprise, soit vous apprenez ce que vous n'allez pas faire sur la prochaine, mais que cette question, elle est un peu faussée en fait pour moi. Complètement. Et si justement tu pouvais retourner en arrière et retrouver le David le jour où il échoue la première fois les examens pour passer au GIGN, où tu disais, je reprends tes termes de tout à l'heure, tu es au fond du gouffre. C'est typiquement ce que tu te dirais. Qu'est-ce que tu te dirais spécifiquement? Parce que maintenant, avec du recul, quand on t'écoute, on voit que tu as une vraie expérience, tu as de la hauteur sur la vie, sur la notion d'échec, et tu sais que ça fait partie d'un processus non linéaire et non exponentiel souvent, qui est la vie, qui est l'entrepreneuriat et qui est l'aventure finalement de tout ce qu'on entreprend. Qu'est-ce que tu te dirais si tu avais la possibilité de revenir en arrière? C'est très marrant là ce que tu me dis. Quand je m'imagine être une espèce de double cloné de moi venant du futur pour dire quelque chose à ce gars-là qui est assis sur son sac, je n'affirmerai rien, mais je lui poserai des questions en fait. Je lui dirai qui est-ce que tu es, qui est-ce que tu as envie de devenir, et pour ça tu vas faire quoi à partir de maintenant. J'essaierai pas de le mettre dans un mindset, dans un tunnel. Je trouverais que ce serait gâcher un potentiel ou ce serait forcer un chemin ou une porte, là où ce qui va être solide pour ce David-là, c'est que justement, il n'y a personne d'extérieur qui va lui dire quoi faire ou qui va lui montrer le chemin à prendre. Il y a surtout quelqu'un qui va révéler son potentiel, lui poser la bonne question et laisser la confiance en lui grandir pour prendre les bonnes décisions. Tu sais, il y a une étude qui a été faite sur les sportifs de haut niveau, de très haut niveau, où ils expliquent qu'il y a 2 catégories dans le sport de haut niveau. Il y a les très très grands champions, les très très grandes championnes, et il y a les gens qui sont très bons, mais qui ont toujours un plafond de verre au-dessus d'eux. La différence, c'est qui est en simple boucle ou en double boucle. La simple boucle, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand j'échoue, je vais systématiquement trouver une excuse ou une explication à l'extérieur de moi. Ils étaient plus forts, le terrain était trop gras, il y avait trop de soleil, j'avais pas les bonnes chaussures, et ainsi de suite. Les gens qui réussissent, qui sont très très bons, ils sont systématiquement en double boucle. Ils vont commencer par se demander qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différent, et en deuxième intention, sur les facteurs extérieurs qui pourraient avoir causé cet échec ou cette contre-performance, quels sont les items sur lesquels j'ai de la prise. Et si je bouge ces trucs-là, alors c'est la recette de l'ADN psychologique des très très grands champions et des très très grandes championnes. J'essaierai de créer ça en fait chez ce David-là en lui disant « Ok, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place de différent? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Et sur ton environnement extérieur, qu'est-ce que tu dois modifier pour arriver à monter cette marche, traverser ce mur de flammes ?» Ouais, dans quelle mesure tu peux avoir de l'influence sur la situation pour pouvoir changer la trajectoire?
Indirectement, tu as répondu à ma prochaine question. Je vais pouvoir aller plus en profondeur sur celle-ci. Ma question, c'était, avant, tout à l'heure, tu as évoqué les 4 piliers de la performance que tu as identifiés en commençant à accompagner certains sportifs. Est-ce qu'il y avait un dénominateur commun que tu as identifié? Tu en as cité là notamment un. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as pu identifier, que ce soit chez les grands sportifs, chez des grands entrepreneurs ou chez des gens qui ont un parcours exceptionnel et qui ont réussi, où la plupart des gens échouent, ou tout du moins qui ont presque finalement fait l'impossible ou fait l'impensable? Parce que aussi, quand on appelle le GIGN en intervention, c'est un peu pour des situations, ou c'est carrément pour des situations de crise où on pense que c'est quasiment impossible ou impensable de réussir à dénouer le nœud. C'est un peu le dernier recours, justement. Donc finalement, faire l'impossible, ça a été ton quotidien pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, tu aides les entrepreneurs ou cadres, dirigeants et même sportifs de haut niveau à un certain moment à faire l'impossible aussi. Comment on fait l'impossible avec tous ces éléments? Avec ces 4 piliers, je crois que j'avais 800 ou 900 fiches de séances et de sportifs, okay. Ce qui commence à être un bon panel pour faire des statistiques. Ouais. Et à chaque fois, je retombais sur ces mêmes 4 piliers de manière sempiternelle. Et en fait, que ce soit des hommes, des femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, j'avais des amateurs, j'avais des olympiques, que ce soit des sports collectifs ou individuels, de combat ou de raquettes, peu importe, je retombais toujours sur mes 4 piliers. Un ou une chef d'entreprise aujourd'hui qui veut être à 100% de son potentiel psychologique, émotionnel, doit s'intéresser à 4 leviers. Et ces 4 leviers doivent être systématiquement poussés au maximum. Et les gens qui réussissent ont ça. Le premier, c'est la motivation. Ouais. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que je décide de changer ce que je fais ou de continuer à faire ce que je fais? J'ai toujours une force intérieure qui me pousse à essayer d'atteindre des choses qui sont plus grands que moi. Des fois, je l'explique, des fois, je l'explique pas. Mais il y a toujours ce mouvement, cette proactivité. Des fois, la proactivité, elle passe aussi par le silence ou l'absence de mouvement, parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Mais j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à aller dans une direction et à suivre un chemin. Une fois que je sais ce que je veux faire, il faut que j'arrive à être focus ou être concentré sur des temps plus ou moins longs et de manière plus ou moins intense. Il faut que j'arrive à me concentrer sur mes objectifs, il faut que j'arrive à me concentrer durant un entretien, il faut que j'arrive à me concentrer sur la conceptualisation de quelque chose. Il faut que j'ai des moments de relâche et de tension et de focus dans mon activité, dans mon expertise ou auprès de mes équipes. Une fois que j'ai ça, il faut que j'arrive à manager mes émotions. Je dis toujours, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas ses émotions, on les gère, on les manage, on les accueille. Voilà. J'ai un profil à être colérique, c'est OK, il faut que je la dirige et que je la canalise. J'ai un profil à être anxieux ou triste, c'est OK, je suis comme ça, il faut que j'arrive à le mettre au bon endroit. Tout ça, ça fait partie de la vie, mais il faut que je sache mettre ou accueillir ou canaliser les émotions au bon moment, au bon endroit. Et une fois que j'ai ça, j'ai un vrai pilier qui est j'ai suffisamment confiance en moi et j'ai de l'estime de moi. C'est-à-dire que de manière très identitaire ou capacitaire, j'ai quelque chose qui est assez aligné, assez étoffé, assez solide pour affronter les situations, me lancer dans le vide dans le business ou être dans des situations complexes avec les gens. Quand ces 4 piliers sont solides et sains, je suis à 100% de ma capacité. Et quand j'ai un de ces 4 items qui pêche, il faut que je travaille dessus pour le reconstituer. Et ça se fait sur une fondation solide de qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie. Il y a des gens qui vivent des expériences difficiles, pas faciles à digérer, jusqu'à des traumatismes. C'est OK, en fait, ça fait partie de la vie. Par contre, que ce truc-là m'empêche de dormir la nuit, que ce truc-là change mes comportements, change mes prises de décision, que ces choses-là en viennent à organiser de manière différente la manière dont j'interagis dans le monde, ça, c'est hors de question. Je peux très bien avoir perdu quelqu'un, avoir été blessé, être handicapé, avoir été touché dans mon orgueil d'entrepreneur ou d'être humain. Il y a une différence entre je me raconte cette histoire comme un souvenir qui m'a aidé à grandir, et à chaque fois que j'évoque ce truc-là, j'ai des trémolos dans la voix, j'ai les larmes aux yeux, où je m'effondre carrément,
Et ça devient problématique. Donc, il faut arriver à nettoyer, à filtrer, à assainir cette base-là d'expérience sur laquelle je vais poser mes 4 piliers. Et là, j'ai mon chapeau je suis à 100% de mes capacités psychologiques, émotionnelles et comportementales. Et ça, c'est un défi de tous les jours pour un être humain. Donc, motivation, concentration, gestion des émotions et confiance en soi. Tu fais ça. Le dernier, confiance en soi, c'est capital lorsque l'on est entrepreneur, mais même dans la vie du quotidien. Je le sais parce que moi-même, j'ai pris du temps à avoir confiance en moi. Il y a certains domaines dans lesquels tu peux être extrêmement confiant et dans d'autres où tu ne l'es plus du tout. C'est justement les cadres de référence, les cadres de confiance. Quels seraient les 2-3 conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour justement travailler sa confiance en soi? Alors, pour travailler la confiance en soi, il faut 2 choses, selon moi. Par exemple, dans le sport de très haut niveau, on va en général, même s'il y a une base de travail globale, on va dire à un sportif, à un tennisman, tiens, ça c'est ton coup fétiche, ou à un boxeur, tiens, ça c'est ton enchaînement fétiche. Il faut que tu capitalises à fond là-dessus. Dans les forces spéciales, on va faire l'inverse. On va dire, ok, t'es bon et t'es très bon dans ce truc-là, et c'est ok. Par contre, on t'interdit d'être pas bon ou d'avoir vraiment un trou dans ta raquette à un autre endroit. Donc, pour cultiver la confiance en soi, il faut absolument s'exposer, aller au-devant de ces failles pour essayer de les combler, de les travailler ou de les transformer en points forts. Et il faut accepter d'être absolument imparfait pour arriver à se rapprocher. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu veux gagner, il faut accepter que la défaite soit possible. C'est pas d'être défaitiste, c'est pas de... Moi, je trouve ça absurde de se voiler la face en mode surmotivationnel, méthode Coué, t'es le meilleur, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, il y a très peu de profils qui fonctionnent et qui arrivent à faire ça. Mais ces profils-là, parce que je les ai accompagnés, quand ils sont confrontés à l'échec, quand ils explosent en vol, c'est très difficilement récupérable. Les gens qui ont plus de souplesse, plus de résilience et qui sont moins saillants dans la performance au début, mais qui ont une base plus saine, plus solide, alors ces gens-là, c'est sûr, comme tu le disais, ils montent des marches plus lentement, mais par contre, ils se cassent jamais la gueule. Et pour acquérir de la confiance, il faut accepter de regarder en face ces failles, de les travailler, de s'exposer, et ensuite, ça va permettre de gagner en potentiel et sans être défaitiste, en être réaliste sur ce qui pourrait se passer demain. Et ça fait augmenter le potentiel confiance. David, j'ai adoré cet échange, cette discussion. J'ai une dernière question à te poser. Avant ça, je vais inviter celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez adoré cet échange, cette discussion, autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, à nous le faire savoir en mettant un petit commentaire sur YouTube, en partageant cette vidéo, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée et en nous mettant un avis aussi sur Apple Podcasts. Merci encore. La question que je pose à chaque invité, c'est est-ce qu'il y a un déclic que tu n'as pas encore partagé ici dans cette interview, dans cet échange, dans cette discussion, que peut-être tu n'as jamais partagé sur un plateau ou autre, et qui a littéralement créé, je dirais, une transformation identitaire chez toi. Ça peut être une simple phrase, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Là, quand tu me dis ça, le premier truc qui me vient, c'est une réflexion d'un instructeur pendant ces 3 mois de sélection au GIGN. À l'issue d'une mission de nuit, de laquelle j'étais assez content parce qu'on m'avait mis aux commandes un petit peu de la petite équipe, et je me retrouve au débriefing et je suis assez fier de ce qu'on a fait, et l'instructeur se rapproche de moi à quelques centimètres et me dit au creux de l'oreille, Corona, tu fais pas trembler la terre. Cette phrase-là cultive encore aujourd'hui, même si pour être entrepreneur, même si pour être sur des plateaux télé, même si pour prendre la parole, être un personnage public, il faut avoir cette hystérie, cette extraversion pour arriver à se montrer, cultive systématiquement un fond d'humilité chez moi où je me dis, ok, ne perds pas cet ancrage qui est bien accroché au sol, qui, quoi qu'il arrive dans ta vie, même si tu te fais balayer, même si tu as l'impression qu'à un moment donné, tu es sur le toit du monde et que tu veux partir trop loin,
te ramènera toujours à un point central, un ancrage, une base saine et solide de qui tu es, de ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Et cette phrase-là de « tu fais pas trembler la terre » me ramène comme un ancrage des fois quand je m'éparpille ou quand je pars. Et ça, c'est un vrai déclic que je garderai toute ma vie, je pense. Merci David.